De mes propres yeux, j'ai vu mon fiancé et ma belle-mère faire l'amour dans un vieux débarras. J'étais sur le point de me jeter sur eux quand mon père a saisi fermement mon épaule et a murmuré à mon oreille d'une voix glaciale. « Laisse-les jouer leur rôle. Demain, tu assisteras à un spectacle bien plus palpitant. » Un spectacle palpitant, oui. Un spectacle dont je serais la metteur en scène et qui transformerait le mariage de leurs rêves en un véritable enfer. Bienvenue à nouveau dans notre petit coin d'histoire. Aujourd'hui marque le 2e anniversaire de la mort de ma mère. La lumière du soleil de l'après-midi sur Paris semblait couler comme de la chaux, filtrant à travers les feuilles des platanes et parsemant de brillants rayons de lumière le chemin familier menant à notre ancienne maison familiale dans le Marais. Ce jour aurait dû être un jour de deuil, mais dans mon cœur brûlait une braise de réconfort chaleureux. Ce soir-là, mon fiancé, Henri, avait accepté de m'accompagner à la vieille maison pour allumer une bougie et prier pour ma mère. Il disait que même si elle n'était plus parmi nous, il tenait à présenter ses respects formels à sa future belle-mère. Je m'appelle Isabelle Dubois. J'ai 26 ans et je travaille comme chef de l'équipe d'analyse financière dans une société de gestion d'investissement à la Défense. Aux yeux des autres, ma vie est parfaite. Un père qui a réussi, un emploi stable et un fiancé impeccable, comme Henri. C'est un architecte exceptionnel, un homme aimable et chaleureux. Au cours de nos 3 années de relation, il a toujours été mon soutien, surtout après que ma mère soit décédée subitement d'une crise cardiaque. Il m'a sorti de mes jours les plus sombres. Il a promis de prendre soin de moi et de m'aimer toute sa vie à la place de ma mère. J'ai cru aveuglément en ses paroles, mais la vie n'est jamais une peinture rose parfaite. Mon seul véritable réconfort restait mon père. Cependant, depuis qu'il s'est remarié avec Béatrice, une femme à peine 6 ans plus âgée que moi, le fossé entre nous semblait se creuser de plus en plus. Mon père, Arthur Dubois, est le président du groupe Dubois. Il a été un homme d'affaires prospère toute sa vie. Peu, être que la solitude après la mort de ma mère l'a poussé à chercher une épaule sur laquelle s'appuyer. Béatrice, jeune, belle et aux paroles douces, a rapidement conquis le cœur de mon père. J'ai essayé de l'accepter, de la traiter comme une grande sœur dans la famille. Je me disais que si mon père était heureux, c'était suffisant, mais pour une raison inexplicable, je ne l'ai jamais vraiment apprécié. Il y avait quelque chose chez Béatrice qui me mettait toujours mal à l'aise. La façon dont elle nous regardait, Henri et moi, avait parfois une nuance étrange, un regard scrutateur qu'elle dissimulait habilement derrière un sourire radieux. Henri me rassurait toujours en disant que je réfléchissais trop. Il disait que j'étais trop sensible et que Béatrice voulait seulement se rapprocher de la famille. Il la complimentait même, disant que c'était une femme moderne qui savait très bien converser. Parfois, j'avais l'impression qu'Henri et Béatrice se comprenaient mieux que lorsqu'ils parlaient avec moi, mais je rejetais les petites vagues qui agitaient mon cœur, me blâmant pour mon égoïsme et ma méfiance. Je ne voulais pas que mes sentiments infondés affectent les relations de tout le monde. La voiture s'est arrêtée devant le portail en fer forgé familier de l'ancienne maison du Marais. Après le décès de ma mère et le déménagement de mon père, j'ai laissé cet endroit comme un sanctuaire de souvenirs où seule une entreprise de nettoyage vient une fois par semaine. En descendant de la voiture, une sensation étouffante de perte et de nostalgie m'a envahi. J'ai appelé Henri, mais il n'a pas répondu. Il doit être en réunion. J'ai soupiré et je suis entrée pour préparer les bougies. La maison était silencieuse. J'ai poussé la porte d'entrée qui était entr'ouverte et un frisson a parcouru mon dos. Je me souvenais clairement l'avoir fermée à clé après le nettoyage du week-end dernier. Je suis entrée. Le silence était celui d'un cimetière. « Y a-t-il quelqu'un » ai-je crié. Mais seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. J'ai jeté un coup d'œil au salon. Tout était en ordre. Mais je me suis soudain figée en voyant une paire de talons aiguilles de marque, chers, soigneusement placés à côté du meuble à chaussures. Ces chaussures appartenaient à Béatrice. Il n'y avait aucun doute. Je l'avais vue les porter à la fête d'anniversaire de mon père la semaine passée. Que faisait-elle ici? Et pourquoi était-elle venue seule sans prévenir? Puis j'ai vu une autre paire de chaussures d'homme à côté, des souliers en cuir marron brillant, un modèle qui m'était trop familier. Je les avais achetés pour Henri pour son anniversaire l'année dernière. Mon cœur a commencé à battre fort et de manière irrégulière. Henri et Béatrice, ensemble, dans l'ancienne maison de ma mère, le jour de l'anniversaire de sa mort. Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête. Peu, être, peu. Être était-il juste venu plus tôt pour me faire une surprise? Je me suis accrochée à cette pensée désespérée, bien qu'une tempête commençait à se déchaîner dans mon âme. J'ai avancé avec prudence. Il n'y avait personne dans le salon ni dans la cuisine. Alors que j'étais sur le point de monter à l'étage, un son étouffé m'a arrêtée.
Un gémissement suffoqué provenant du fond du couloir. Le son venait du débarras, cette petite pièce ancienne sous l'escalier où notre famille gardait les vieilles affaires que nous n'utilisions plus. Ce son était, sans aucun doute, celui de Béatrice, et à côté, j'ai entendu la voix chaude et profonde d'Henri, l'homme que j'allais bientôt appeler mon mari. Je suis restée pétrifiée. Mes pieds semblaient collés au sol. Pourquoi était-il dans le débarras? Que faisait-il à l'intérieur? Un terrible pressentiment m'a serré le cœur. Je ne voulais pas le croire. J'étais simplement incapable de le croire. Je me disais que j'avais mal entendu, que c'était seulement l'imagination d'une fille en deuil. Mais mon esprit m'incitait à continuer. Approche-toi. Tu dois connaître la vérité. J'ai marché pieds nus, pas à pas, comme un chat. À mesure que je m'approchais, les sons qui s'échappaient de l'intérieur devenaient plus nets. Des chuchotements, des respirations haletantes, des sons qu'aucune fiancée ni fille ne voudrait jamais entendre. Mes oreilles bourdonnaient, et j'avais l'impression que tout commençait à tourner autour de moi. Je me suis appuyée contre le mur froid pour ne pas tomber. La porte du débarras était entr'ouverte. D'une main tremblante, je l'ai poussée un peu plus. La mince fente qui s'est ouverte a suffi pour que mon monde s'écroule. Dans la faible lumière qui filtrait, se déroulait une scène que je n'oublierai de toute ma vie. Mon fiancé et ma belle-mère, enlacés sur un vieux canapé poussiéreux. Leurs vêtements étaient négligemment jetés sur eux. Leurs visages, rougis par le désir, n'avaient aucune idée qu'une paire d'yeux au regard mort les observait de l'extérieur. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine me faisait mal comme si 1000 couteaux la transperçaient. Les larmes coulaient sans arrêt sur mon visage, mais je ne pouvais émettre un seul sanglot. Cette trahison était trop cruelle, trop répugnante, et elle se produisait précisément le jour de l'anniversaire de ma mère, dans sa maison. Ce n'était pas une simple infidélité. C'était une insulte profonde et dégoûtante envers moi et envers ma défunte mère. Ma colère et ma douleur ont atteint leur paroxysme. Je voulais crier, faire irruption et arracher le masque d'hypocrisie de ces deux personnes. Je voulais que le monde entier soit au courant de leurs péchés immondes. Alors que je rassemblais mes forces, j'ai tendu la main pour ouvrir complètement la porte. Mais à cet instant, une main ferme et forte a saisi mon épaule et m'a retenue avec force. Je me suis retournée. C'était mon père. J'étais stupéfaite. Depuis quand était-il derrière moi? Son visage ne montrait ni la surprise ni la colère que j'attendais. Il était d'un calme terrifiant. Ses yeux ne me regardaient pas, mais traversaient la fente de la porte, où la sale représentation continuait. Dans son regard, j'ai vu une froideur et un calcul profond que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il a mis un doigt sur ses lèvres, m'indiquant de garder le silence. Puis il s'est penché vers mon oreille et a murmuré une phrase que je n'oublierai jamais. Elle était plus froide que l'hiver et plus cruelle. Laisse-les jouer leur rôle. Demain, tu assisteras à un spectacle bien plus palpitant. Un spectacle palpitant. La plus grande tragédie de ma vie se déroulait sous mes yeux, et il parlait d'un spectacle palpitant. Je ne comprenais absolument pas ce qui pouvait se passer dans la tête de mon père, ou pourquoi il était si calme. Mon esprit était un chaos, un mélange de la douleur causée par la trahison et de la confusion face à l'étrange attitude du père que j'avais toujours respectée. La main de mon père serrait toujours mon épaule. Sa force froide et déterminée m'a sorti de l'abîme de la folie qui était sur le point de m'engloutir. Je voulais crier, me débattre, mais tout mon corps était devenu de pierre. Le souffle de mon père frôla mon oreille. Il n'y avait en lui ni le tremblement d'un mari trompé, ni la colère d'un père qui voit sa fille blessée, seulement une froideur terrifiante. Il me guida pas à pas en arrière, hors du sombre couloir de la maison imprégnée de l'odeur de la trahison. Nous sommes sortis dans la cour. L'air froid de la nuit me frappa au visage. Mais ce froid n'était rien comparé à celui qui gelait mon cœur. Sans un mot, il ouvrit la portière d'une voiture que je ne lui avais jamais vue conduire et m'installa doucement sur le siège passager. Il monta également et ferma la porte avec force. La voiture plongea dans un silence mortel. Seul le battement sauvage de mon propre cœur, qui manquait de sortir de ma poitrine, le rompait. Je n'en pouvais plus. « Papa, tu as vu ça? Tu as tout vu. » Ma voix se brisa alors que je me tournai vers lui. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu arrêté? Pourquoi es-tu si calme? Cette femme est ta femme, cet homme est mon fiancé. Et dans la maison de maman, le jour de son anniversaire, ils font quelque chose de si répugnant. Ton cœur ne se brise-t-il pas? » Mon père resta silencieux. Il ne me regarda pas. Son regard était fixé sur l'obscurité, sur le portail en fer de la vieille maison, qui se dressait là comme un monstre endormi.
Ses mains rugueuses serraient le volant si fort que ses jointures blanchirent. Je réalisais qu'il se contrôlait. Il réprimait une fureur terrifiante derrière cette façade de calme. « Dis quelque chose !» criai-je en frappant le tableau de bord du poing. « Je ne comprends rien, absolument rien. »« Calme-toi, Isa, » dit finalement mon père. Sa voix était profonde et rauque. « Les larmes ne résoudront rien maintenant. Qu'est-ce que ça changerait si tu pleurais et faisais un scandale? Tu serais seulement une victime pathétique à leurs yeux, une idiote qu'ils ont trompée. Et le spectacle qu'ils montent se terminerait comme ils le veulent. » Un spectacle. Tu dis que c'est un spectacle. J'étais abasourdi. Mon père se tourna vers moi, à la lumière froide d'un lampadaire. Dans ses yeux, je ne vis pas seulement de la froideur, mais aussi une tristesse infiniment profonde. Tu croyais que ton père est un idiot qui ne connaît pas la vraie nature de cette femme? Tu croyais que je suis si aveugle que je ne vois pas l'hypocrisie dans les yeux de mon futur gendre? Il soupira, un soupir chargé du poids d'innombrables calculs et douleurs. Je le sais depuis longtemps, Isa. Plus de 6 mois. Mes oreilles se mirent à bourdonner. 6 mois. Mon père le savait depuis 6 mois et ne m'avait pas dit un mot. Pourquoi? Pourquoi? Murmurai-je. Parce que ce n'est pas une simple infidélité, ma fille, dit-il d'une voix ferme. C'est une conspiration méticuleusement planifiée. Sais-tu quel jour on est demain? Je secouai la tête. Mon esprit était complètement vide. Demain, c'est leur mariage. Les mots de mon père me tombèrent dessus comme un éclair. Mariage. Henri et Béatrice se marieraient demain. Henri était toujours mon fiancé, et Béatrice était toujours la femme de mon père. C'était trop bizarre, trop dément. Dès le premier jour où elle a mis les pieds dans notre maison, j'ai commencé à enquêter sur elle, continua mon père, sans me laisser le temps d'assimiler ce que je venais d'entendre. Son passé était suspectement propre. Orpheline, élevée par des parents éloignés, diplômée d'une université médiocre, rien de remarquable. Mais elle a un réseau de contacts extrêmement complexe. Plus important encore, un compte bancaire à l'étranger rempli d'une énorme somme d'argent. Et c'est Henri, mon père grinça des dents en prononçant son nom. Tu croyais qu'il était un architecte brillant? Un homme qui s'était frayé un chemin depuis la pauvreté. Tout est mensonge. Sa famille n'est pas pauvre du tout. Ses parents sont des spéculateurs immobiliers bien connus en province. Ils se sont approchés de toi avec un masque parfait, exploitant tes émotions. J'étais assise là comme si j'étais morte. Chaque mot de mon père levait le voile des secrets, révélant une réalité plus cruelle et répugnante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mon amour de 3 ans avait été une farce. L'architecte pauvre et loyal que j'aimais de tout mon cœur était un personnage qui n'avait jamais existé. « Quel est leur objectif ?» demandai-je, la gorge sèche. « L'héritage. Tout l'héritage de notre famille, » répondit mon père. « Ils ne veulent pas seulement de l'argent, ils veulent l'entreprise. Tout ce que ta mère et moi avons construit au fil de nos vies. Leur plan était que Béatrice divorce de moi et obtienne la moitié du patrimoine. En même temps, Henri se marierait avec toi. Avec ton amour aveugle, obtenir le reste de ton patrimoine n'aurait été qu'une question de temps pour eux. Ils voulaient tout réunir et s'emparer de tout ce que nous avons. Et le mariage de demain, continua mon père, est leur dernière étape. Ils ont préparé une farce où ils nous prendraient en flagrant délit. Ils voulaient me forcer à trouver un accord avec eux et à partager le patrimoine pour éviter le scandale. Ils croyaient que pour ma réputation, je resterais silencieux. Ils croyaient que tu serais si choqué, que tu serais facilement manipulable. Mais ils se sont trompés. Ils ne savaient pas que ce vieux renard connaît déjà chacun de leurs mouvements. Ma douleur intérieure se dissipa lentement. À sa place, une colère glaciale s'empara de moi. La colère d'avoir été utilisée, d'avoir été seulement un pion dans un jeu sale. Et ma mère, combien son âme au ciel souffrirait en voyant cette scène. Alors, quel est ce spectacle palpitant dont tu parles? Je levai la tête pour regarder mon père. Il n'y avait plus de faiblesse dans mes yeux. Mon père me regarda en retour avec une lueur de satisfaction. Il posa sa main sur mon épaule. C'était un contact léger, plein de confiance. Puisqu'ils ont préparé la scène et les acteurs, pourquoi ne les aiderions-nous pas un peu? Le protagoniste de la représentation de demain, ce ne seront pas eux, mais toi, Isabelle Dubois. Mon père démarra la voiture qui quitta lentement la rue silencieuse. Maintenant rentre chez toi et repose-toi. Garde la tête froide. Demain, tu ne seras pas une victime pathétique, mais la reine qui monte sur scène pour tout récupérer. La voiture s'enfonça dans la nuit, laissant derrière elle la maison des souvenirs et de la trahison. Je vis mon reflet dans la vitre. La femme faible et amoureuse d'hier avait disparu. Dans ses yeux ne brûlait qu'un feu flamboyant, le feu de la haine et de la détermination. Mon père voulait que je joue,
Mais dans ce spectacle cruel, quel rôle m'avait-il assigné? Celui de la victime pathétique ou celui du bourreau impitoyable? La voiture de mon père ne se dirigea pas vers la villa où il vivait avec Béatrice, mais prit un itinéraire complètement différent vers Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus élégants et exclusifs de Paris. Nous nous sommes arrêtés devant le plus grand et luxueux hôtel particulier du quartier. C'était la résidence principale de notre famille, où j'ai grandi avec ma mère. Après sa mort, mon père m'a laissé cet endroit et a déménagé. C'était un lieu où je n'allais pas souvent, car chaque recoin était rempli de nostalgie pour ma mère. « Pourquoi sommes-nous venus ici ?» demandai-je, la voix encore rauque. Mon père coupa le moteur et se tourna vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait plus de froideur, mais une détermination mêlée d'amour. Parce que c'est ta maison, et à partir de ce moment, notre guerre commence depuis cette forteresse. Il continua. Tu n'es pas une victime pathétique qu'on a trompée, Isa. Tu es la propriétaire de cette maison, l'héritière de ta mère et la maîtresse de la famille Dubois. Demain, tu ne monteras pas sur scène comme quelqu'un qui a été trahi, mais avec l'autorité d'une juge. Les mots de mon père parcoururent mon corps comme une décharge électrique, dissipant la sensation de froid et d'impuissance. Il avait raison. Je n'étais pas une victime pathétique. J'avais assez pleuré. La faiblesse, c'était fini. Quand nous sommes entrés dans la maison, les lumières étaient allumées. Surprise, je vis Maître Leclerc, l'avocat qui travaillait avec notre famille depuis des décennies, attendant dans le salon. À côté de lui, une pile de documents s'élevait comme une montagne. Quand il me vit, Maître Leclerc se leva. Ses yeux étaient remplis de compassion et de sérieux. « Cela fait longtemps, Isabelle. Votre père m'a tout raconté. Je suis vraiment désolé pour ce que vous avez traversé. » Mon père m'indiqua de m'asseoir. Maître Leclerc et moi avons rassemblé des preuves au cours des 6 derniers mois. Mon père posa une autre liasse de papiers sur la table. D'une main tremblante, je les examinais. Il y avait une multitude de photos prises en secret d'Henri et Béatrice, se tenant la main dans un complexe hôtelier de luxe, ayant des rendez-vous secrets. Il y avait les relevés du compte bancaire suisse de Béatrice, où reposaient des millions d'euros d'origine inconnue, et les véritables informations sur la famille d'Henri. Sa famille était une riche dynastie spécialisée dans la spéculation immobilière, et leurs méthodes commerciales n'étaient pas des plus nettes. Cette femme croyait que je ne savais rien. La voix de mon père se durcit. En secret, elle transférait mon argent sur des comptes à l'étranger et conspirait avec cet Henri. Ils ont créé des sociétés écrans pour détourner l'argent de l'entreprise. Elle se croyait très intelligente, mais elle ne savait pas que chaque euro qu'elle transférait, chaque rendez-vous qu'il prenait, était sous ma surveillance. Maître Leclerc ajouta « D'un point de vue légal, Isabelle, avec ses preuves, non seulement nous pouvons la laisser sans un sou, mais nous pouvons aussi l'envoyer en prison pour fraude et détournement de fonds. Et cet Henri ne peut pas non plus échapper à l'accusation de complicité. » En voyant les preuves irréfutables devant moi, je compris enfin la patience et la douleur que mon père avait endurées pendant les 6 derniers mois. Il avait dû jouer le rôle du mari aveugle, du père indifférent, attendant seulement l'occasion, attendant qu'ils traînent eux-mêmes leurs complices à la lumière. Mais ce n'est pas suffisant. Le regard de mon père s'aiguisa. Il ne me suffit pas qu'ils perdent leur fortune. Je veux les détruire socialement. Je veux qu'ils paient pour l'insulte qu'ils ont commise envers toi et envers ta défunte mère. Et c'est toi qui exécuteras la sentence. Mon père me toisa de la tête aux pieds et secoua légèrement la tête, mais pas comme ça. Il prit le téléphone et passa un bref appel. Envoyez une équipe à la résidence principale dans 30 minutes. 30 minutes plus tard, une équipe de professionnels arriva, composée d'un styliste, d'un maquilleur et de l'un des meilleurs créateurs de mode du pays. Ils apportèrent des portants remplis de vêtements de marque et des mallettes de maquillage scintillantes. J'étais perplexe. Mon père sourit, chose qu'on lui voyait rarement faire. La fille du président Arthur Dubois ne peut pas ressembler à une souris mouillée. Tu dois ressembler à une tigresse avant le mariage. Pendant les 2 heures suivantes, je restais assise comme une marionnette. J'observais comment il me transformait. Mes longs cheveux doux furent coupés en un carré plongeant châtain, cendré élégant. Mon visage, autrefois commun et simple, devint profond et autoritaire grâce à un maquillage affirmé qui mettait en valeur mes yeux. Finalement, ils me firent enfiler une robe en soie vert émeraude. Le design était simple, mais irradiait une élégance indescriptible. Quand je sortis de la cabine d'essayage, tout le monde garda le silence. Je me regardais dans le grand miroir du salon. La femme dans le miroir était une étrangère. L'Isabelle simple et faible avait disparu. À sa place se trouvait une femme mûre, belle et imposante. Il n'y avait aucune trace de compassion dans ses yeux. Mon père s'approcha. Dans ses yeux se reflétait la fierté et la satisfaction en me regardant.
C'est bien comme ça, ma fille. Il me tendit une boîte en soie rouge. C'est le premier cadeau que tu leur enverras demain matin. J'ouvris la boîte avec curiosité. Sur le velours doux reposait un ancien et élaboré collier de perles. C'est un cadeau de mariage traditionnel dans les vieilles familles françaises. Papa, qu'est-ce que ça signifie? Demandai-je surprise. Demain, au moment opportun, Maître Leclerc, au nom de la famille Dubois, c'est, à dire la famille du marié, ira à l'hôtel pour remettre le cadeau de mariage au couple. Mon père sourit froidement. Maître Leclerc hocha la tête avec un visage extrêmement sérieux. Je dirais que c'est un cadeau du couple Dubois pour leur gendre, Monsieur Henri, et leur belle-fille, Mademoiselle Isabelle. Je me tromperais délibérément de nom de la mariée devant tous les invités. Je commençais à comprendre l'intention. C'était une attaque psychologique préventive. Cela sèmerait une énorme confusion et la graine du doute chez tous les invités. Quelle crédibilité a un mariage où même la famille se trompe sur le nom de la mariée? Mais ce n'est que l'apéritif, ma fille. Continua mon père. Le plat principal. Tu le serviras toi-même. Il me regarda de manière significative. Tu te souviens de l'Ambroisie? Le restaurant préféré de ta mère. Le chef principal de ce restaurant est un vieil ami à moi. Le menu du mariage de demain, je le lui ai spécialement commandé. Une commande spéciale. Je fronçais les sourcils, ne comprenant pas tout à fait le plan de mon père. Mon cœur battait la chamade, mais je ressentais aussi une petite excitation. Le cadeau de mariage était déjà envoyé. Mais quel pourrait être ce menu que mon père avait préparé, et comment transformerait-il le mariage de leur rêve en un enfer? Cette nuit-là, je dormis dans mon ancienne chambre. Le parfum de gardénia, le préféré de ma mère, imprégna encore l'air. Pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas fait de cauchemar. Le sommeil vint paisiblement. Mais dans mon subconscient, je savais que c'était le calme avant la tempête. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil matinal filtrait par la fenêtre, illuminant la robe en soie vert émeraude qui pendait parfaitement dans l'armoire. Aujourd'hui, je ne suis pas une femme qui essaie de surmonter la douleur d'une rupture et qui cherche justice. Je suis une guerrière qui se dirige vers une bataille décisive. Pendant que je me préparais, mon père et maître Leclerc étaient déjà arrivés à l'hôtel Le Meurice à Paris, où se célébrait le mariage. Cet hôtel était un partenaire de longue date de l'entreprise de mon père. Il n'a donc pas été difficile d'impliquer quelques acteurs supplémentaires dans le spectacle. Mon père n'est pas apparu en personne, mais a observé tout depuis la salle de contrôle centrale de l'hôtel via le système de caméras de sécurité. Il voulait que la seule étoile sur la scène aujourd'hui soit moi. Vers 10 heures du matin, le rideau se leva pour le premier acte. Maître Leclerc, dans un impeccable costume noir, entra dans la salle de mariage avec l'allure d'un avocat de renom. À ce moment-là, de nombreux invités de la famille d'Henri et de Béatrice étaient déjà arrivés. En élégant costume et avec des sourires heureux, ils accueillaient les invités à l'entrée. Maître Leclerc, avec 2 assistants portant une grande boîte en soie, se dirigea directement vers eux. Le marié, la mariée, félicitations. Sa voix était suffisamment forte pour que tout le monde autour l'entende. Je suis Maître Leclerc, le représentant légal de la famille Dubois. Aujourd'hui, je viens au nom du couple Dubois pour vous présenter leurs félicitations et leurs cadeaux. Henri et Béatrice se regardèrent, confus. Dubois n'était évidemment pas leur nom de famille, mais ils ne pouvaient pas être impolis devant tant d'invités. Ils sourirent donc maladroitement et hochèrent la tête. « Oui, oui, merci, maître. » Maître Leclerc fit signe à son assistant d'ouvrir la boîte cadeau. Tout le monde s'exclama en voyant l'éclat brillant de l'ancien collier de perles. Maître Leclerc prit le collier et dit d'une voix solennelle. Le couple Dubois envoie sa bénédiction à leur gendre, Monsieur Henri, et à leur bien-aimée belle-fille, Mademoiselle Isabelle. Il leur souhaite 100 ans de bonheur. Le nom d'Isabelle Dubois résonna clairement au milieu de la salle de mariage. Toute la salle plongea dans un silence sépulcral. La musique douce sembla s'arrêter, et tous les regards se fixèrent sur le jeune couple. Le visage d'Henri, qui souriait à pleines dents un instant auparavant, se figea et devint pâle comme un linge. Béatrice resta bouche bée, les yeux exorbités, incapable de prononcer un seul mot. Les invités commencèrent à chuchoter. Qui est Isabelle? Comment ont-ils pu se tromper sur le nom de la mariée? Qu'est-ce qui ne va pas avec la famille du marié? Ils ne se souviennent même pas du nom de leur belle-fille en offrant un cadeau de mariage. Ou y a-t-il une histoire derrière? Les parents d'Henri, qui se trouvaient à proximité, pâlirent également. Ils se précipitèrent pour essayer de sauver la situation. Maître Leclerc. Maître Leclerc, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a eu une erreur. Le nom de notre belle-fille est Béatrice.
Maître Leclerc fronça les sourcils avec une expression de surprise et de légère contrariété. Béatrice, c'est étrange. Je suis certain que le couple Dubois m'a dit le nom d'Isabelle. Ne serait-ce pas que votre fils sort avec 2 femmes à la fois et veut épouser les 2? Les paroles mi-plaisantes, mi-sérieuses de Maître Leclerc tombèrent comme un pavé dans la mare sur la famille du marié. Les chuchotements dans la salle s'intensifièrent. Henri était si nerveux que des gouttes de sueur apparurent sur son front. Non, non, maître, il y a probablement eu une erreur d'impression sur l'invitation et c'est de là que vient le malentendu. Je suis vraiment désolé. Je comprends, acquiesça Maître Leclerc, mais ses yeux étaient remplis de suspicion. Bon, en tout cas, le cadeau est livré. Je suppose que le nom de la mariée sera clarifié pendant la cérémonie. Félicitations à vous 2. Sur ces mots, Maître Leclerc plaça le lourd collier entre les mains d'Henri et se retourna élégamment, laissant une traînée de questions et de confusion dans l'esprit des invités. La performance de Maître Leclerc fut un succès plus grand que prévu. L'atmosphère joyeuse et formelle du mariage était maintenant couverte d'un nuage de doute et d'incertitude. J'observais tout depuis la voiture sur une tablette que mon père avait connectée pour moi et je ne pus m'empêcher de sourire. Ce n'était que le début. La cérémonie principale commença dans une atmosphère extrêmement inconfortable. Le maître de cérémonie tenta de raviver l'ambiance avec des mots fleuris, mais ne put effacer la tension sur les visages du jeune couple et de leur famille. Après un rapide échange d'alliances, l'heure du banquet que tout le monde attendait arriva enfin. Des serveurs en uniforme blanc commencèrent à entrer avec des chariots chargés de nourriture, recouverts de cloches en argent étincelantes. Tout le monde s'attendait aux délices d'un hôtel 5 étoiles. Ils servirent le premier plat. Quand ils soulevèrent les cloches en argent, tout le monde resta stupéfait. Dans les luxueuses assiettes en porcelaine blanche, au lieu de saumon fumé ou de caviar, il y avait de l'andouillette à l'aspect cru et à l'odeur pénétrante, servie à côté d'un petit bol de vieux Lille au parfum puissant. La salle se tut, puis s'ensuivirent des toux, des grimaces de dégoût et des chuchotements. Qu'est-ce que c'est? De l'andouillette et du fromage puant. Mon Dieu, quelle odeur désagréable! C'est ce qu'ils servent aux invités au mariage d'un architecte célèbre. Je n'arrive pas à le croire. Henri et Béatrice, qui saluaient à ce moment-là les invités aux tables, restèrent également pétrifiés. Le visage d'Henri passa du blanc au violet. Il chercha le directeur de l'hôtel, mais ne le trouva nulle part. Ses parents étaient si embarrassés qu'ils auraient voulu que la terre s'ouvre sous leurs pieds. Mais ce n'était pas tout. Le plat suivant fut une assiette de tête de veau froide et grasse, suivie d'un énorme bol de tripes glacées à l'odeur répugnante qui fut solennellement placé au centre de la scène. La salle plongea dans le chaos. Personne ne gardait plus les apparences. L'odeur d'ail, de graisse bon marché et d'abat se mélangea et remplit l'air du luxueux salon. Certains invités, incapables de le supporter, se bouchèrent le nez avec des mouchoirs, tandis que d'autres se levèrent, secouèrent la tête et partirent tout simplement. Le mariage, qui avait commencé comme un événement élégant et d'élite, s'était littéralement transformé en un banquet de charcuterie de bas étage. Depuis la voiture, je ressentis une énorme satisfaction en observant la scène chaotique sur l'écran. Mon père était vraiment un génie. Non seulement il avait ruiné la fête, mais il avait utilisé les choses les plus cheap et vulgaires pour profaner leur apparence ostentatoire et hypocrite. C'était comme s'il voulait leur dire que peu importait le prix de leurs vêtements ou le luxe de leur mariage, leur essence n'était que vulgaire et sale. Alors que tout était déjà un désastre complet, une voix claire et autoritaire résonna soudain dans les haut-parleurs de la salle, faisant taire tout le bruit. « Je m'excuse d'interrompre votre joyeuse fête. » Les gens regardèrent la scène, perplexes. Il n'y avait personne. Je reconnus immédiatement cette voix. C'était la mienne. Mon père avait connecté mon téléphone portable au système de sonorisation. Le dernier acte, le moment du jugement, venait de commencer. Soudain, toutes les lumières de la salle s'éteignirent, et un projecteur se concentra sur les 2 grands écrans LED de chaque côté de la scène. Sur les écrans commença à jouer une vidéo. L'enregistrement avait été réalisé par quelqu'un caché derrière une porte, en haute définition. Une scène trop familière. Le débarras de l'ancienne maison de ma mère. Et les 2 protagonistes apparurent. Toute la salle, les centaines de paires d'yeux, se rivèrent sur les 2 grands écrans LED, où était projetée sans censure la scène cruelle et laide. Le beau marié, Henri, et la belle épouse de son père, Béatrice, sur un vieux canapé. Leur respiration haletante et leur chuchotement séducteur, bien que le volume ait été délibérément baissé, s'entendaient assez clairement pour que personne ne puisse se tromper. Un cri aigu se fit entendre parmi les invités. La mère d'Henri ne put supporter le choc et s'évanouit. Le père d'Henri, le visage cendré, courut aider sa femme en balbutiant. La famille du marié était complètement détruite.
La fierté que leur fils brillant épouse une femme riche s'était transformée en une honte qui ne pourrait jamais être effacée. Sur scène, Henri et Béatrice restèrent figés de honte. Le sang avait complètement disparu de leur visage. Ils regardaient, stupéfaits, leur propre péché sur l'écran avec des yeux terrifiés. Ils se regardèrent l'un l'autre, puis la foule qui les pointait du doigt et chuchotait avec un mélange de mépris et de jubilation. Henri. Ma voix résonna de nouveau dans les haut-parleurs. Froide et déterminée, elle brisa le silence étouffant. Tu te souviens des mots que tu as dit quand tu prétendais m'aimer? Que tu prendrais soin de moi toute la vie? Il semble que tu aies oublié le sens de toute la vie. La vidéo sur l'écran s'éteignit, et à sa place apparut une photo de moi, un portrait très professionnel avec la robe en soie vert émeraude, la coiffure au carré unique, et mon regard autoritaire fixant droit devant. Je suis Isabelle Dubois, la fiancée que tu as trahie, et la fille de l'homme que ta maîtresse a trompé. Je vous félicite sincèrement pour votre mariage. Mon apparition sur l'écran, avec une atmosphère et une apparence complètement différentes, provoqua un autre choc. Les gens commencèrent à réaliser que la femme sur la photo était la même que Maître Leclerc avait nommée en remettant le cadeau. Toutes les pièces s'emboîtèrent. Ce n'était pas une erreur, c'était une vengeance méticuleusement orchestrée. Et voici le deuxième cadeau de mariage que je veux vous offrir, continua ma voix. L'écran changea de nouveau. Cette fois, ils projetèrent une série de documents sous forme de diaporama. Le premier était le relevé du compte bancaire suisse de Béatrice, avec les énormes transferts provenant des sociétés écrans. Le suivant était l'organigramme des sociétés écrans qu'Henri et Béatrice avaient créées pour détourner l'argent de l'entreprise de mon père, avec lesquels ils avaient causé des pertes de millions d'euros. Enfin, suivirent les emails et les messages dans lesquels ils discutaient de leurs plans pour s'emparer du patrimoine et chasser mon père de sa propre entreprise. Tout fut présenté de manière claire et professionnelle, comme une accusation irréfutable devant le tribunal de l'opinion publique. Béatrice, prononçai-je son nom, tu as trompé un homme qui aurait pu être ton père en utilisant ta jeunesse et tes mots doux. Tu as détourné des centaines de millions d'euros que mon père a gagnés avec son sang et sa sueur pour financer ta vie de luxe et ta sale conspiration. Henri, m'adressai-je au marié, tu as utilisé ton apparence intellectuelle et ton image d'homme qui s'est fait tout seul pour tromper mes sentiments pendant les 3 dernières années. Tu as profité de ma confiance pour être un pion dans ton plan et celui de ta maîtresse. Crois-tu que tu mérites d'être appelé marié? Ou même homme? L'ambiance dans la salle n'était plus de simple curiosité, mais de colère sincère. Escroque. Sans vergogne! Attrapez ces deux-là! Commencèrent à crier des gens dans la foule. Certains invités indignés se levèrent et pointèrent du doigt la scène. Henri, comme s'il avait été acculé, cria soudain comme un animal blessé. « Taisez-vous tous! Qu'est-ce que vous en savez? C'est cette femme qui m'a tendu un piège. » Il se tourna vers Béatrice et lui saisit le bras. « À cause de toi, tout est ruiné. À cause de ton plan stupide. De quoi parles-tu » Béatrice n'avait plus sa fausse douceur. Elle se libéra de l'emprise de l'homme et regarda Henri durement. Qui est celui qui, par cupidité, voulait faire l'affaire de sa vie? Qui m'a murmuré des mots doux et m'a tout promis? Et maintenant tu veux me rejeter toute la faute, lâche. Ils commencèrent à s'attaquer mutuellement. Là, sur scène, devant des centaines de perdus, la farce de leur faux amour s'effondra complètement. Il ne resta que le visage laid de la cupidité et de l'égoïsme. Ils crièrent leurs péchés, s'insultèrent et révélèrent leurs secrets les plus sales. À ce moment, 2 groupes de personnes en civil entrèrent des 2 côtés de la scène. Un groupe s'approcha d'Henri et de Béatrice et leur montra un papier. « Monsieur Vargas, Madame Béatrice, police nationale. Vous êtes en état d'arrestation sous suspicion de fraude organisée et de détournement de fonds. » Les menottes froides se refermèrent sur leurs poignets. Toute résistance fut inutile. L'autre groupe se dirigea directement vers le bas, là où les parents d'Henri étaient assis, stupéfaits. « Monsieur Vargas, Madame Vargas, nous devons vous poser quelques questions sur votre complicité et votre participation présumées à la fraude. Veuillez nous accompagner. » Le luxueux banquet de mariage se transforma en un instant en la scène de l'arrestation dramatique de criminels. Toute la famille du marié, complice de la fraude, ne put échapper à la justice. Alors que la police les emmenait, Henri, en passant par la section technique, s'arrêta soudainement. Son regard se fixa sur un homme plus âgé qui se tenait silencieusement dans l'obscurité. C'était mon père. Henri le regarda. Il n'y avait plus d'agressivité en lui, seulement une peur profonde dans ses yeux. Être qu'à ce moment-là, il réalisa que son véritable adversaire n'était pas moi, mais le vrai vieux renard, le tigre du monde des affaires. Mon père lui rendit simplement son regard froidement, sans aucune émotion.
C'était le regard du vainqueur face au perdant. J'ai observé tout depuis la salle de contrôle. Je n'ai pas senti la moindre honte dans mon cœur. La justice avait prévalu. Maman, tu vois? Ceux qui ont insulté ta fille et ont tenté de détruire l'œuvre de toute une vie de notre famille ont enfin payé pour cela. Quand tout fut terminé, j'éteignis le microphone. La salle replongea dans le silence. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai ressenti un énorme soulagement et, en même temps, une fatigue incommensurable. Un chapitre de ma vie s'était officiellement refermé, mais juste au moment où j'allais partir, une scène inattendue sur l'une des caméras de sécurité qui filmait la porte arrière de l'hôtel m'a arrêtée. Une silhouette féminine familière, vêtue de noir, le visage dissimulé par un chapeau et des lunettes de soleil, est montée précipitamment dans un taxi. Ses mouvements, son sac à main, je l'ai reconnu sans hésiter. C'était ma tante, la seule sœur de ma mère, la personne que j'avais toujours aimée et en qui j'avais confiance. Que faisait ma tante ici? Et pourquoi devait-elle partir ainsi? Complètement silencieuse. Je suis restée pétrifiée. Mes yeux étaient collés à l'écran de sécurité. La vidéo était floue et n'a duré que quelques secondes avant que le taxi ne disparaisse, mais j'en étais sûre. C'était la sœur de ma mère, ma tante Catherine, ma seule parente vivante du côté de ma mère. C'est elle qui m'a serrée dans ses bras et m'a consolée aux funérailles de ma mère, vers qui je me tournais toujours quand j'étais triste. Mais pourquoi était-elle ici le jour où cette grande farce s'est déroulée? Et pourquoi a-t-elle dû partir si rapidement et secrètement? Une vague incertitude s'est emparée de mon esprit, une sensation bien plus désagréable que lorsque j'ai découvert la trahison d'Henri. Après tout, Henri n'était qu'un étranger, mais ma tante Catherine était mon sang. J'ai essayé de rejeter l'idée. Je me disais que ce n'était qu'une coïncidence, que peu. Être ma tante avait des affaires à l'hôtel, et ne voulait pas être impliquée dans le scandale. Mais mon intuition, aiguisée après tant d'événements, me murmurait que quelque chose n'allait pas. Mon père est entré dans la salle de contrôle. Son visage semblait beaucoup plus détendu, comme s'il s'était débarrassé d'un grand poids. Il m'a tapoté l'épaule. « Bon travail, ma fille. Excellent travail. Papa, je me suis tournée vers lui en essayant de garder ma voix sur un ton normal. Je crois que je viens de voir tante Catherine ici. C'est possible ?» Le corps de mon père se tendit un instant et une expression complexe traversa son visage, mais il revint rapidement à la normale. « Tante Catherine ? Tu te trompes sûrement. Ta tante est actuellement en voyage d'affaires à Aix-en-Provence. Tu as peu être vu quelqu'un qui lui ressemble. » La négation rapide de mon père n'a fait qu'augmenter mes soupçons. Mon père n'est pas du genre à feindre facilement, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de très sérieux. Que me cachait-il? Qu'est-ce que tante Catherine avait à voir avec les événements d'aujourd'hui? Dans les jours qui ont suivi, une tempête médiatique a éclaté. Le banquet servi avec des tripes et la révélation dramatique à l'hôtel Le Meurice sont devenus le sujet le plus brûlant dans tous les journaux et les réseaux sociaux. L'entreprise de mon père, sous sa direction, a habilement transformé cette crise en une opportunité. Ils n'ont pas caché les faits, mais ont tout rendu public. Ils ont construit l'image d'un groupe d'entreprises déterminé à défendre la vérité face à la fraude. Mon image, celle de la jeune femme courageuse qui a osé affronter le mal, est apparue dans les magazines People comme un symbole de force et de sagesse. Les actions de l'entreprise, au lieu de s'effondrer, ont commencé à grimper en flèche, avec des preuves légales et irréfutables de notre côté. Tout s'est passé rapidement. Henri, Béatrice et la famille d'Henri ont reçu la punition qu'ils méritaient pour la fraude organisée. L'empire immobilier opaque de la famille d'Henri s'est également effondré à cause de cela. La justice a été rendue à la perfection, mais dans mon cœur, je ne trouvais toujours pas la vraie paix. L'image de tante Catherine s'éclipsant secrètement de l'hôtel continuait de me tourmenter. J'ai décidé que je devais découvrir la vérité par moi-même. Je l'ai appelée. Sa voix était aussi affectueuse et chaleureuse que toujours. « Oh, ma chère Isa, j'ai entendu les nouvelles. Tu vas bien? Tu ne sais pas à quel point je me suis inquiétée pour toi. Si j'avais été à Paris, j'aurais couru te voir immédiatement. Mais j'ai tellement de travail ici à Aix que je n'ai pas pu venir. » Le mensonge de ma tante a coulé sans la moindre hésitation, et mon cœur s'est douloureusement serré. J'ai réprimé mes émotions et j'ai fait semblant de la croire. « Oui, ma tante, je vais bien maintenant. Tout est terminé. »« Quand rentres-tu? » ?»« Peu. Être pas avant le week-end. Allez, repose-toi et si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » L'appel s'est terminé, mais mon esprit était un tourbillon. Ma tante m'avait menti. Et mon père aussi. Pourquoi les deux personnes les plus importantes pour moi me cachaient-elles des choses? Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je devais aller à Aix-en-Provence.
J'ai dit à mon père que je voulais partir quelques jours pour me changer les idées, et j'ai choisi Aix-en-Provence comme destination. Il a semblé hésiter un peu, mais a finalement accepté, et m'a demandé de prendre soin de moi. Dès mon arrivée à Aix, au lieu d'aller à l'hôtel que j'avais réservé, j'ai pris un taxi et je me suis dirigée directement vers l'adresse de l'entreprise où travaillait ma tante. C'était une des filiales de notre groupe d'entreprises, spécialisée dans les textiles. Je voulais la surprendre. Le bureau de l'entreprise se trouvait dans un bâtiment moderne. Je suis entrée et j'ai dit à la réceptionniste que j'étais la nièce de la directrice, Catherine Dubois, et que je voulais lui faire une surprise. La réceptionniste a souri gentiment et m'a indiqué son bureau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte en silence. Tante Catherine? La femme assise derrière le bureau a levé les yeux. Ce n'était pas tante Catherine, mais une parfaite inconnue. Elle m'a regardée, surprise. Excusez-moi, qui cherchez-vous? Je cherche la directrice Catherine. N'est-ce pas son bureau? Ai-je bégayé? La femme a ri. Oh, vous voulez dire la directrice. La directrice est en vacances depuis un mois. Elle a dit qu'elle avait des affaires familiales urgentes et qu'elle devait aller à Paris. Vous savez quand? Je ne sais pas. Un mois entier de vacances à Paris. J'ai eu l'impression d'avoir été électrocutée. Ma tante n'était pas en voyage d'affaires. Elle m'avait menti et avait été à Paris tout ce temps. Mais pourquoi devait-elle mentir? Pourquoi devait-elle se déplacer en secret? Je me suis excusée précipitamment et je suis sortie en courant du bureau. Ma tête bourdonnait. J'ai erré sans but dans les rues d'Aix-en-Provence. Le cours Mirabeau, le soleil d'automne, tout semblait n'avoir aucun sens. J'avais l'impression d'être retombée dans un brouillard dense, dans un spectacle encore plus compliqué et incompréhensible que celui d'Henri. Je me suis assise dans un café sur une place. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. Tante Catherine était au mariage. Mon père le savait, mais me l'a caché. Tante Catherine a menti sur son voyage d'affaires. Quel est exactement son rôle dans toute cette histoire? Une étrange pensée m'a traversé l'esprit. Être que tante Catherine avait quelque chose à voir avec la conspiration d'Henri et Béatrice? Non, ça ne peut pas être. C'est la sœur de ma mère. Elle m'aimait comme sa propre fille. Mais alors, pourquoi a-t-elle dû cacher sa présence? Alors que je me plongeais dans mes pensées confuses, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité un moment, mais j'ai répondu. Allô? C'est moi ta tante, Isa. La voix de tante Catherine a résonné sur la ligne. Elle ne semblait pas aussi affectueuse que d'habitude, mais il y avait une urgence et une anxiété évidentes. Je sais que tu es à S, et que tu es allée à l'entreprise pour me chercher. N'essaie pas d'en savoir plus, Isa. Les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois. Rentre à Paris immédiatement. Cet endroit n'est pas sûr pour toi. Tante Catherine, où es-tu? Pourquoi m'as-tu menti? Que se passe-t-il? Ai-je exigé? Je ne peux pas te le dire par téléphone. Sache juste que tout ce que je le fais pour te protéger. Il y a des gens que même ton père n'ose pas affronter. N'insiste pas, écoute ta tante et rentre à Paris. Sur ce, l'appel s'est brusquement coupé, sans laisser le temps de poser d'autres questions. Son avertissement, au lieu de m'effrayer, n'a fait que renforcer ma détermination. Des gens que même mon père n'ose pas affronter. Qui pourraient-ils être? Et pourquoi ma tante devait-elle fuir? Me protégeait-elle vraiment? Ou cachait-elle un secret encore plus terrible? L'appel mystérieux de tante Catherine fut comme une pierre jetée dans les eaux calmes d'un lac. Il a soulevé d'innombrables vagues de doute dans mon esprit. Au lieu de retourner à Paris comme elle me l'avait demandé, j'ai décidé de rester. Je ne peux plus être une marionnette déplacée par les plans des autres. Je ne peux pas vivre cachée. Je dois découvrir la vérité par moi-même. Des gens que même mon père n'ose pas affronter. Qui pourraient-ils être? Et qu'ont-ils à voir avec ma mère? Avec tante Catherine et avec moi? Mais par où commencer? Tante Catherine avait disparu sans laisser de traces. Mon père était trop loin et, de toute évidence, me cachait quelque chose. J'ai senti que j'étais de nouveau seule. À ce moment, je me suis souvenu d'un détail. Quand tante Catherine a appelé, l'indicatif régional qui est apparu sur l'écran n'était pas celui des Bouches-du-Rhône, mais d'une autre ville. Lyon. J'ai vu une faible lueur d'espoir. Être qu'elle était là. Sans hésiter, j'ai pris le premier train pour Lyon. Les rues historiques de Lyon, avec leurs anciennes maisons en pierre patinée, leurs ruelles étroites et profondes et leur atmosphère unique m'ont accueilli, mais je n'étais pas d'humeur à profiter du paysage. J'ai commencé une recherche incertaine, me fiant au destin. J'ai erré dans les rues, je suis entrée dans des cafés et des boutiques de souvenirs,
J'ai montré la photo de tante Catherine et j'ai demandé, mais tout le monde secouait la tête. Lyon est une destination touristique très fréquentée. Trouver quelqu'un qui se cache délibérément dans cette marée humaine n'était pas une tâche facile. Après une journée entière de recherches infructueuses, je me suis laissé tomber, épuisé, sur un banc de la place Bellecour. Le soleil couchant teintait d'or la basilique de Fourvière. Mon cœur était lourd de déception. J'avais être été trop naïve. Il aurait être été préférable de retourner à Paris et de vivre une vie normale, comme le disait ma tante. Juste au moment où j'allais abandonner, une silhouette familière a attiré mon attention. De l'autre côté de la place, une femme sortait d'une vieille galerie d'art. Ses mouvements, sa coiffure, c'était tante Catherine. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se trouvait un homme, et il semblait très proche. L'homme passait son bras autour de l'épaule de ma tante, et elle appuyait sa tête sur son épaule. Mon cœur s'est arrêté. J'avais déjà vu cet homme quelque part. J'ai cherché dans mes souvenirs. Un vague souvenir est apparu. C'était monsieur Ricardo Fournier, l'ancien partenaire de mon père. Un homme en qui mon père avait eu une grande confiance par le passé, mais avec qui il avait rompu toute relation pour une raison que j'ignorais. Je me souvenais vaguement que ma mère m'avait dit une fois « Monsieur Fournier est un homme très dangereux. Ne t'approche pas de lui. » Pourquoi tante Catherine était-elle avec lui? Quelle relation avait-il? L'avertissement de ma mère résonnait dans mes oreilles. Un frisson a parcouru mon dos. Être que c'était lui, l'homme que même mon père n'osait pas affronter. Je me suis levée rapidement, et je me suis cachée derrière un grand arbre. Je les ai observés en silence. Ils sont entrés ensemble dans un élégant restaurant à proximité. Sans hésiter, je les ai suivis. J'ai choisi une table dans un coin, assez loin pour qu'ils ne me voient pas, mais assez près pour entendre leur conversation. « Cette petite Isa est vraiment courageuse », entendis-je la voix de tante Catherine. Il y avait un mélange d'inquiétude et de fierté. Elle est venue seule jusqu'à Lyon pour me chercher. Je lui ai fait une belle frayeur, mais je ne sais pas si elle est rentrée. La petite est comme sa sœur, résonna la voix profonde et chaleureuse de monsieur Fournier, têtue et courageuse. Mais c'est précisément pour cela que nous devons la protéger encore plus. Cet ami à toi, Arthur, joue un jeu très dangereux. Cet ami à toi, Arthur. Il parlait de mon père par son prénom. Je sais, soupira tante Catherine, mais je n'avais pas d'autre choix. Cette fille est la seule lignée que ma sœur a laissée. Je ne peux pas permettre qu'il lui arrive quoi que ce soit. Jusqu'à quand devrons-nous cacher cette vérité? Bientôt, Catherine. Bientôt le moment viendra de tout révéler. La voix de monsieur Fournier devint solennelle. Notre ennemi montre de plus en plus ses griffes. L'affaire d'Henri et Béatrice n'était qu'un test pour eux. Un test raté. Ils ne s'arrêteront pas là. Mais nous avons obtenu ce dont nous avions besoin, n'est-ce pas? Demanda tante Catherine d'une voix pleine d'espoir. Monsieur Fournier hocha la tête. C'est exact. Ce carnet est la clé. Ta sœur a risqué sa vie pour le protéger. Nous ne pouvons pas permettre que son sacrifice soit vain. Un carnet. La clé. La vie de ma mère. J'ai senti mes oreilles bourdonner et le monde tourner autour de moi. De quoi parlait-il? La mort de ma mère n'était pas un accident causé par une crise cardiaque. Il y avait un carnet, un secret que ma mère avait dû protéger de sa vie, et tante Catherine et monsieur Fournier continuaient cette mission. Ils n'étaient pas des ennemis. Ils étaient de mon côté et cachaient une vérité bien plus terrible que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'étais assise là comme si j'étais morte. J'ai même oublié de commander. Un serveur s'approcha de ma table. « Mademoiselle, désirez-vous commander ?» Je sursautai et dis à la hâte « Juste un verre d'eau », mais il était trop tard. Ma voix, bien que basse, avait attiré l'attention de la table voisine. Tante Catherine et monsieur Fournier se sont tournés en même temps, et nos regards se sont croisés. J'ai clairement vu la surprise et l'étonnement sur le visage de ma tante. Monsieur Fournier a simplement froncé les sourcils et m'a regardé avec un regard aigu et pénétrant. « Isa, que fais-tu ici ?» balbutia tante Catherine en se levant d'un bond. La farce de la dissimulation était brusquement terminée. Je savais que je ne pouvais plus rester à l'écart. J'étais officiellement entrée dans un monde dangereux, dans une guerre où je ne connaissais même pas le visage de l'ennemi. Quel terrible secret pouvait cacher ce carnet pour lequel ma mère avait dû payer de sa vie? L'air dans le restaurant luxueux est soudainement devenu suffocant. Nous étions assis tous les trois, l'un en face de l'autre, dans un silence si profond que l'on n'entendait que le tintement des couteaux et des fourchettes sur les tables voisines. Tante Catherine me regardait avec des yeux pleins de culpabilité et d'inquiétude. Monsieur Fournier, après avoir surmonté la surprise initiale, a rapidement retrouvé son sang-froid. Il n'y avait plus d'étonnement mais une profonde observation.
Depuis quand nous suivez-vous, mademoiselle Isabelle? Brisa finalement le silence la voix profonde et ferme de monsieur Fournier. Depuis la galerie, dis-je. Ma voix était basse mais ferme. Je ne ressentais plus de peur, seulement un désir ardent de connaître la vérité. Tante Catherine, monsieur Fournier, vous devez m'expliquer. Pourquoi m'avez-vous trompé? Et qu'est-ce que ce carnet? A-t-il quelque chose à voir avec la mort de ma mère? Tante Catherine ne pouvait pas me regarder dans les yeux et baissa la tête. Isa, je suis tellement désolée. Monsieur Fournier lui posa une main sur l'épaule pour la consoler. Puis il se tourna vers moi avec un regard extrêmement sérieux. Mademoiselle Isabelle, il y a des vérités qu'il n'est pas toujours nécessaire de connaître. Votre tante et votre père, si nous avons menti, c'était seulement pour vous protéger. Le monde auquel nous sommes confrontés est trop dangereux et cruel. Nous ne voulions pas que vous soyez entraînés dans ce tourbillon. Me protéger? Je souris amèrement. En me gardant dans le mensonge, en me laissant tomber éperdument amoureuse d'un homme qui voulait me détruire, en me laissant croire que ma mère est morte d'une maladie, alors que la vérité est complètement différente. Ce n'est pas de la protection, c'est du mépris. Mes mots se plantèrent comme un couteau dans le cœur de tante Catherine. Elle leva la tête, les yeux rougis. Non, Isa, je ne t'ai jamais méprisée. C'est parce que je t'aime tellement, parce que j'avais si peur de perdre la seule descendante de ma sœur. Alors, dites-moi la vérité, l'interrompis-je. Ma voix n'était plus exigeante, mais une supplication désespérée. Je suis assez grande pour y faire face. Je ne suis plus la fille faible que j'étais avant. J'ai démasqué la famille d'Henri de mes propres mains. Je peux me protéger. S'il vous plaît, dites-moi la vérité sur ma mère. La détermination dans mes yeux sembla les convaincre. Monsieur Fournier et tante Catherine échangèrent un autre regard silencieux. Finalement, monsieur Fournier soupira. Très bien. Peu. Êtes-vous devenue assez forte pour le savoir? Mais pas ici. Cet endroit a trop d'oreilles. Il se leva, paya l'addition et nous fit sortir du restaurant. Nous avons marché dans le centre. Nous sommes entrés dans une ruelle étroite vers une vieille maison de style Renaissance, complètement isolée des rues bruyantes. La maison dégageait une atmosphère silencieuse et ancienne. C'était peu, être leur cachette. À l'intérieur régnait le silence. On n'entendait que le chant des insectes dans le jardin. Monsieur Fournier prépara une tisane. Son arôme me calma un peu. Avant de commencer, dit monsieur Fournier, vous devez me promettre quelque chose. Quoi que vous entendiez, gardez votre calme total et faites-nous confiance. Je le promets. Tante Catherine me serra la main avec force, comme pour me donner de la force. La mort de votre mère, Esther Dubois, n'était pas la conséquence d'une crise cardiaque, commença l'histoire monsieur Fournier. Chacun de ces mots fut comme un marteau frappant ma tête. Ce fut un assassinat méticuleusement planifié. Bien que je m'y sois préparé mentalement, je ne pus retenir le choc. Assassinat? Qui a fait ça? Une personne qu'ils connaissent seulement sous le nom de le président, continua tante Catherine d'une voix tremblante. C'est un réseau secret extrêmement puissant, avec une énorme influence dans de nombreux secteurs d'affaires, y compris l'entreprise de notre famille. Ils prennent le contrôle des entreprises avec des méthodes sales. Blanchiment d'argent, pot de vin, et même l'élimination des concurrents, ajouta M. Fournier. Votre mère, durant son travail, a découvert accidentellement leurs activités illégales. Elle n'a pas fermé les yeux. Avec sa sagesse et son courage, elle a commencé à enquêter en silence et à tout documenter dans un carnet. Ce carnet était la preuve concluante qui aurait pu faire tomber tout l'empire criminel de ce président. Mais ils s'en sont rendus compte. Et j'étais la seule. Intervint tante Catherine. Ils ont agi les premiers. Ils ont organisé un faux accident et ont utilisé un médicament spécial pour arrêter le cœur de ma sœur, le faisant passer pour une crise cardiaque soudaine. Ils ont effacé toutes les traces. La police a enquêté, mais n'a trouvé aucune preuve. Le monde tournait autour de moi. Ma mère, la femme si douce et bonne, était une héroïne silencieuse. Elle avait lutté seule contre une énorme force obscure et avait payé de sa vie. Avant de mourir, continua M. Fournier, votre mère a confié ce carnet à votre père, le président Dubois, et lui a demandé de vous protéger à tout prix et de démasquer ce président aux yeux du monde. C'est pourquoi votre père, votre tante et moi avons dû jouer cette grande farce pendant des années. Une farce? Demandai-je, confuse. Oui. Tante Catherine sécha ses larmes, et sa voix se renforça. Votre père s'est délibérément comporté froidement avec vous. Il s'est même remarié. Tout était une farce pour faire croire au président que le président Dubois était brisé et ne représentait plus une menace. J'ai aussi dû faire semblant de ne rien savoir. Je devais vivre une vie normale.
Nous avons dû attendre dans l'obscurité l'opportunité. Et l'affaire d'Henri, intervint M. Fournier, fut une variable inattendue dans notre plan. Nous ne savions pas que le président avait déjà placé quelqu'un à vos côtés depuis si longtemps. Mais son apparition est ce qui vous a fait montrer la force et la sagesse que vous avez héritées de votre mère. Vous avez seul ruiné leur jeu et, sans le savoir, accéléré notre plan. Tout s'éclaircit. Ma vie, ma douleur, tout faisait partie d'un jeu bien plus grand. Je ne blâmais plus ni mon père ni ma tante. Je ne ressentais qu'une infinie compassion et gratitude. Ils avaient tant sacrifié et souffert pour me protéger. Alors, où est ce carnet maintenant? Demandai-je. C'était la question la plus importante. Monsieur Fournier et tante Catherine échangèrent de nouveau un regard. Il y avait une certaine difficulté dans leur expression. Il est dans un endroit très sûr, répondit monsieur Fournier, mais en même temps dans un endroit très dangereux. Et pour le récupérer, nous avons besoin d'une personne. Et cette personne, c'est vous, Isabelle. Où est-il? Dites-moi. Et pourquoi suis-je la seule à pouvoir récupérer ce carnet fatidique? Un autre secret, une autre épreuve, était sur le point de se révéler à mes yeux. Les paroles de M. Fournier résonnaient dans le silence de l'ancienne maison, enveloppée d'un lourd mystère. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je la seule à pouvoir récupérer ce carnet? Tante Catherine me serra la main. Sa voix tremblait encore d'émotion. Isa, avant de mourir, ta sœur a tout prévu. Elle savait que le président n'abandonnerait jamais la recherche du carnet, alors elle l'a caché dans un endroit que seul toi peux ouvrir. Dans un coffre-fort, dans une banque suisse. Les paroles de M. Fournier me laissèrent pétrifiée. Les banques suisses sont réputées pour avoir les systèmes les plus sécurisés au monde. Et ce coffre-fort ne s'ouvre pas avec une clé ou un mot de passe. Il s'ouvre avec la technologie biométrique la plus avancée de l'époque. Reconnaissance d'empreintes digitales et d'iris. Et la seule personne autorisée à l'ouvrir, il me lança un regard mêlant fierté et inquiétude. C'est vous, Isabelle Dubois. Le monde tournait autour de moi. Maman, tu avais tout prévu jusqu'à ce point. Savais-tu d'avance qu'un jour je serais la personne qui continuerait ton combat? Tu m'as laissé un héritage et une responsabilité, mais en même temps, tu as mis un poids énorme sur mes épaules. Mais comment puis-je aller en Suisse? J'étais complètement désorientée. Le président ne me laissera sûrement pas tranquille. Il surveillera chacun de mes mouvements. C'est exactement le problème, acquiesça M. Fournier. Son visage se durcit. Et c'est la raison pour laquelle votre père, le président Dubois, a monté tout ce spectacle. Il a besoin d'un alibi parfait pour vous faire sortir de France de manière légale, sûre et sans éveiller les soupçons. Et cet alibi, il me regarda de manière significative, c'est la faillite du groupe Dubois. Je ne comprenais rien. Faillite. L'entreprise de mon père se portait parfaitement bien. M. Fournier sourit comme un joueur d'échecs sur le point de faire son coup décisif. Ce ne sera qu'une apparence, Isabelle. Vous le verrez dans quelques jours. Votre père provoquera intentionnellement une fausse crise financière. Il révélera un scandale de corruption interne si grand que l'entreprise paraîtra au bord de la faillite. Il annoncera qu'il doit vendre certains de ses actifs à l'étranger, et vous, sa seule héritière, il vous enverra en Suisse pour gérer personnellement la paperasse. Ce sera un voyage d'affaires public et transparent que personne ne remettra en question. J'écoutais, bouche bée. Ce plan était trop audacieux, trop téméraire. C'était un pari où il risquait l'œuvre de toute sa vie, juste pour m'ouvrir la voie. Papa, quel sacrifice énorme tu fais. Mais n'est-ce pas trop dangereux? Dis-je, inquiète. Et si le président ne le croit pas et agite en premier? Il le croira, affirma tante Catherine. Parce que l'appât que ton père a lancé est précisément ce qu'il désire le plus, les grands projets immobiliers qu'il veut acquérir. Quand il verra le groupe Dubois s'affaiblir, il mettra toutes ses forces pour mordre à l'hameçon. Il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. À ses yeux, tu ne seras qu'un pion qui fuit au milieu du chaos. Ils avaient tout planifié à la perfection. Trop méticuleux. Je n'étais qu'un petit rouage dans la grande machinerie que mes proches préparaient en silence depuis des années. Je me sentis très petite, mais en même temps, le feu de la responsabilité s'alluma dans mon cœur. Je ne pouvais pas décevoir leur confiance et leur sacrifice. D'accord, acquiesçai-je, et dis fermement. J'irai. Je ramènerai ce carnet. Les jours suivants, je les ai passés à Lyon avec tante Catherine et M. Fournier. Nous n'avons pas perdu une seconde. M. Fournier, un vétéran du monde des affaires, a commencé un entraînement intensif avec moi. Il m'a appris à reconnaître les pièges dans les contrats, à lire le langage corporel des ennemis et à gérer des situations inattendues. Tante Catherine a pris soin de moi avec attention, veillant sur ma santé et m'offrant la chaleur d'une famille.
Pendant ce temps, à Paris, la tempête que mon père avait planifiée éclata. Comme prévu, un scandale éclata sur la qualité de la construction de l'un des grands projets du groupe Dubois. Les médias s'en mêlèrent, les actions de l'entreprise s'effondrèrent et les partenaires commencèrent à exprimer leur inquiétude. Mon père est apparu à la télévision avec un visage fatigué, a admis ses erreurs et a déclaré qu'il assumait toute la responsabilité. Un spectacle parfait. J'ai tout observé en ayant de la peine pour mon père. En même temps, je ressentais de la rage contre l'ennemi inconnu qui nous avait mis dans cette situation. Finalement, le jour du départ arriva. Tante Catherine et monsieur Fournier m'accompagnèrent à l'aéroport Charles de Gaulle, mais pour éviter les soupçons, ils ne voyagèrent pas avec moi. En Suisse, tout sera géré par nos gens, m'avertit monsieur Fournier. Agissez uniquement selon le plan et dès que vous aurez le carnet, appelez ce numéro de téléphone. On vous conduira dans un lieu sûr. Isa, prends bien soin de toi. Tante Catherine me serra fort dans ses bras, la voix tremblante. Souviens-toi, tu n'es jamais seule. Je passais le contrôle de sécurité sans regarder en arrière. J'avais le cœur lourd, mais j'étais remplie de détermination. Ce voyage n'était pas seulement pour moi, mais pour ma mère, pour mon père, pour tante Catherine et pour tous ceux qui s'étaient sacrifiés pour moi. Après un vol pour Genève, en Suisse, la ville au bord du lac m'accueillit avec un air frais et pur, et une beauté qui apaisait l'âme. Mais dans mon cœur, une guerre silencieuse faisait rage. J'ai suivi les instructions, je suis allée à la banque, et j'ai passé le processus d'identification sans problème. Quand la lourde porte en fer du coffre-fort s'est ouverte, j'ai senti mon cœur s'arrêter. À l'intérieur, sur un tissu de velours, impeccablement, un carnet relié en cuir noir. C'était lui. D'une main tremblante, je sortis le carnet. J'ai senti le poids de l'histoire, le poids de la vérité et le poids du sang et des larmes. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement, mais je l'ai caché soigneusement dans un compartiment secret de mon sac. La moitié de la mission était accomplie. Je suis sortie de la banque en sentant comme si un grand poids s'était enlevé de mes épaules. Mais dès que j'ai mis le pied sur le trottoir, un terrible pressentiment m'a envahi. J'ai senti que quelqu'un m'observait. J'ai rapidement regardé par-dessus mon épaule. De l'autre côté de la rue, un homme avec un imperméable noir et un chapeau qui lui couvrait presque entièrement le visage était appuyé contre un mur. Il me fixait avec un regard perçant. Un frisson a parcouru mon dos. Il m'avait trouvé. Il m'avait suivi jusqu'en Suisse. J'ai accéléré le pas, essayant de me fondre dans la foule, mais l'homme s'est également mis en marche. Il me suivait avec persistance. Qui était cet homme mystérieux? Et que voulait-il de moi? Pourrais-je sortir d'ici vivante, avec cet énorme secret entre mes mains? Mon cœur battait comme un tambour de guerre dans ma poitrine. La belle ville de Genève s'était transformée en un instant en une zone dangereuse. J'ai saisi fermement la lanière de mon sac, où se trouvait le carnet fatidique, et j'ai marché aussi vite que possible au milieu de la foule. Je n'osais pas regarder en arrière, mais je sentais clairement le regard de l'homme à l'imperméable noir planté dans mon dos. Qui était-il? Un homme du président? Comment m'avait-il trouvé si rapidement? Y avait-il une faille dans le plan de mon père? Ou y avait-il un traître dans nos rangs? Une tempête de terribles questions bourdonnait dans ma tête, mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Le plus important était de me débarrasser de lui et d'atteindre le lieu sûr convenu. J'ai fait semblant d'entrer dans une boutique de souvenirs et, tout en marchant entre les étagères, j'ai rapidement regardé la rue à travers la vitrine. L'homme s'était arrêté derrière un lampadaire de l'autre côté de la rue, faisant semblant de lire un journal. Il était très professionnel. Je ne pouvais pas le sous-estimer. Soudain, une idée m'est venue. Je devais le distraire. Je me suis approchée rapidement du comptoir où se trouvait une haute pile de cartes postales. Pendant que le vendeur se retournait, j'ai fait semblant de trébucher et j'ai heurté violemment le présentoir. Toute la pile de cartes postales est tombée par terre avec un grand fracas, provoquant un chaos total. Tout le monde dans la boutique a regardé en arrière, stupéfait. À ce moment de confusion, je suis sortie en courant par la porte et je me suis engouffrée dans une ruelle voisine. Je n'osais pas courir sur la rue principale, où il aurait pu me voir facilement. La petite ruelle sinueuse était vide. Les talons de mes chaussures claquaient à un rythme rapide sur les pavés. Après avoir couru un peu, j'ai entendu des pas derrière moi. Ils se rapprochaient de plus en plus. Ils m'avaient vu. J'ai paniqué et j'ai cherché une sortie dans mon environnement. Devant moi, le chemin se divisait en trois. Sans réfléchir, j'en ai choisi un au hasard, mais à mon grand malheur, c'était une impasse. Je me suis arrêtée, le dos appuyé contre un mur de briques froids. Il n'y avait pas d'issue. L'homme à l'imperméable noir s'est approché lentement, bloquant la seule sortie.
Son visage était toujours caché sous le chapeau, mais on voyait ses lèvres se courber en un sourire froid. « Bienvenue, mademoiselle Dubois. » Sa voix était profonde et rauque. Il parlait un français parfait, très rapide. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » J'ai essayé d'empêcher ma voix de trembler tout en me préparant à me battre. « Je veux juste récupérer ce qui n'est pas à vous. » Il s'est approché lentement. « Donnez-moi le carnet et je vous laisserai partir. » Je ne sais pas de quel carnet vous parlez. Ai-je menti en me serrant encore plus contre le mur? L'homme a ri avec mépris. « Vous croyez me tromper? Le président connaît chacun de vos mouvements. La farce de la faillite de votre père était très intelligente, mais ne nous sous-estimez pas. » C'était donc un homme du président. Ils savaient tout. J'étais tombée dans leur piège. « Vous feriez mieux d'être intelligente, mademoiselle. » Il a sorti quelque chose de froid et de brillant de son manteau. C'était un poignard qui a brillé à la lumière de l'après-midi. Votre vie ou un vieux carnet, le choix ne devrait pas être difficile. Soudain, il s'est jeté sur moi. J'ai crié de surprise en levant mon sac pour parer le coup. La lame aiguisée a déchiré le cuir du sac et m'a coupé le bras, laissant une blessure brûlante. Le sang a commencé à couler. Au milieu de la panique et de la douleur, j'ai agi par instinct. J'ai balancé mon sac avec force et je l'ai frappé au visage. Profitant de son déséquilibre, je l'ai poussé de toutes mes forces et j'ai commencé à courir, mais je ne suis pas allé bien loin. La blessure à mon bras et l'énorme peur m'avaient enlevé toutes mes forces. L'homme m'a rapidement rattrapé et m'a saisi par les cheveux. Je suis tombée sur les pavés. Il est monté sur moi, me bâillonnant avec une main et levant le poignard avec l'autre. « Je vous ai donné une chance, » grogna-t-il. J'ai fermé les yeux avec force. Tout était fini. J'avais échoué. Maman. À ce moment désespéré, j'ai entendu un sifflement aigu dans l'air, suivi d'un coup sourd. L'homme sur moi s'est soudainement raidi, puis est tombé lentement à côté de moi. Dans son cou, profondément planté sous sa peau, il y avait une petite fléchette. Je suis restée allongée, stupéfaite, sans comprendre ce qui s'était passé. D'un toit voisin, une ombre a sauté avec l'agilité d'un chat. Elle portait une combinaison noire moulante. Son visage était couvert. On ne voyait que ses yeux perçants et froids. La personne s'est approchée, a retiré la fléchette du cou de l'assassin, puis s'est tournée vers moi. C'était une femme. Sans un mot, elle m'a fait signe de me lever. Encore sous le choc, je me suis mise debout. « Qui êtes-vous » La femme n'a pas répondu. Elle a montré la blessure à mon bras, puis a sorti de sa poche un petit flacon de désinfectant et des bandages. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Chacun de ses mouvements était rapide et décidé, extrêmement professionnel. Pendant qu'elle soignait ma blessure, elle a finalement parlé. Sa voix était claire, mais froide comme la glace. « Vous avez été trop négligente, mademoiselle. L'ennemi n'est pas aussi amateur que vous le pensez. Vous êtes celle que M. Fournier a envoyée, ai-je réalisé. » La femme a hoché légèrement la tête. « Je suis Ximena Tors. M. Fournier m'a envoyé pour vous protéger. Heureusement, je suis arrivée à temps. » Un grand soupir de soulagement m'a échappé. Je n'étais pas seule. Merci infiniment, si ce n'était pas pour vous. Pas le temps de parler, m'a interrompu Ximena. Ses yeux étaient pleins de vigilance tandis qu'elle scannait les environs. Cet endroit n'est pas sûr. Nous devons partir immédiatement. Il y en a sûrement d'autres par ici. Elle m'a aidée à me lever et m'a conduite vers une grosse moto garée au bout de la ruelle. Montez, a-t-elle rugi, et nous nous sommes lancés dans les rues de Genève, laissant derrière nous le cadavre de l'assassin et la flaque de sang qui s'étendait sur les pavés. J'ai serré fort, Ximena. Mon cœur battait encore la chamade. Ce combat avait été bien plus intense et sanglant que je ne l'avais jamais imaginé. Le président ne reculerait devant rien pour faire taire ceux qui s'opposaient à lui. La moto s'est arrêtée devant un petit appartement dans un vieil immeuble. Ximena m'a fait entrer et a fermé plusieurs serrures sur la porte. L'appartement était sommairement meublé. Il ressemblait plus à une planque qu'à un logement. « Restez ici », a dit Ximena après avoir de nouveau examiné ma blessure. « Je dois m'occuper de certaines choses. N'ouvrez la porte à personne, sous aucun prétexte. » Sur ces mots, elle a rapidement disparu dans l'obscurité, tout comme elle était apparue. Je suis restée seule dans la pièce inconnue. La peur et la confusion se sont de nouveau emparées de moi. Le carnet était toujours avec moi, mais il m'avait presque coûté la vie. Quel terrible secret pouvait cacher ces pages pour que le président envoie un tueur à gages professionnel jusqu'en Suisse pour le récupérer? Je suis restée seule dans la planque. L'obscurité et le silence m'entouraient. La peur de la poursuite vivait encore en moi, mais la curiosité pour le carnet grandissait de plus en plus. Je ne pouvais plus attendre. Je devais savoir ce qu'il contenait.
Un secret si grand pour lequel on tuait. Un secret que ma mère avait protégé de sa vie. D'une main tremblante, j'ai sorti le carnet relié en cuir noir de mon sac. Il n'avait pas de cadenas. C'était un carnet normal. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la première page. L'écriture de ma mère est apparue. Ce n'était pas le journal de travail sec que j'attendais, mais un véritable journal personnel. Des confessions écrites avec un code spécial. J'ai reconnu le code immédiatement. Ces symboles que ma mère m'avait appris quand j'étais enfant. C'était un jeu secret entre mère et fille, avec lequel nous nous écrivions des messages. Ma mère disait toujours que c'était notre propre langue. Je n'aurais jamais pensé que 20 ans plus tard, ce jeu d'enfant serait la seule clé pour dévoiler un grand secret. Les larmes ont coulé de mes yeux. Maman, tu avais tout calculé. Savais-tu que seul moi pourrais lire ces mots? J'ai séché mes larmes et je me suis concentrée pour déchiffrer le code lettre par lettre. À mesure que je lisais, mes émotions tremblaient de plus en plus. Mon corps s'est glacé, mais pas à cause du froid de la nuit genevoise, mais à cause de la terrible vérité qui se révélait lentement devant moi. Le carnet ne consignait pas seulement les preuves de blanchiment d'argent et de corruption du président au sein du groupe Dubois. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. La partie la plus terrifiante se trouvait dans les dernières pages. Ma mère avait découvert que le président n'était pas simplement un homme d'affaires illégal, mais le chef d'un réseau international de traite des êtres humains. Ils utilisaient les projets de construction du groupe Dubois à l'étranger comme couverture. Ils trompaient ou enlevaient des jeunes filles de zones rurales pauvres et les vendaient à des maisons closes ou pour des travaux forcés en Europe et au Moyen-Orient. Mon cœur s'est arrêté. Je ne pouvais plus respirer. Ce crime était trop horrible, trop inhumain. Ma mère avait noté en détail les noms des dirigeants, les itinéraires de transport, les lieux où les victimes étaient détenues, ainsi que la liste des hauts fonctionnaires qui avaient été soudoyés pour couvrir les crimes. Ce carnet n'était pas seulement la preuve d'un délit économique, mais une condamnation à mort pour tout l'empire criminel. Et puis j'ai lu un nom qui m'a glacé, un homme si familier que mon cœur s'est douloureusement serré. Le président, celui qui était au sommet de tout, que ma mère décrivait comme un démon à peau humaine. Ce n'était pas un étranger. C'était lui. À ce moment, la porte de l'appartement s'est ouverte brusquement. Ximena est entrée rapidement et silencieusement. Son expression était extrêmement tendue. « Nous devons partir immédiatement. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, stupéfaite, en fermant précipitamment le carnet. « Ont-ils trouvé cet endroit ?» La planque a été découverte. Ximena a sorti un petit pistolet de sa ceinture. Je me suis déjà occupée des 2 gardes en bas, mais d'autres arriveront bientôt. Il n'y a pas de temps. Je n'ai pas posé d'autres questions. J'ai mis le carnet dans mon sac et j'ai suivi Ximena. Nous n'avons pas pris l'ascenseur, mais nous avons couru par l'escalier de secours jusqu'au toit. Sur le toit, le vent nocturne m'a frappé au visage. Au loin, on entendait des sirènes de police. « La police ?» demandai-je, surprise. « C'est moi qui les ai appelés », répondit brièvement Ximena. « C'est le seul moyen de créer une diversion et d'avoir une chance de s'échapper. » Elle m'a conduite au bord du toit. Là, une corde était attachée à une solide cheminée. « Descendons vite !» J'ai regardé en bas. Il semblait que nous étions à au moins 20 mètres de hauteur. Il faisait sombre. Je n'avais jamais fait une chose pareille. J'avais peur. « Il n'y a pas d'autre choix, mademoiselle. » La voix de Ximena devint ferme. « Faites-moi confiance. » Elle m'a mis un harnais, a accroché un mousqueton à la corde et, sans la moindre hésitation, m'a poussé du bord du toit. J'ai crié alors que mon corps tombait dans le vide. La corde s'est brusquement tendue. La friction m'a brûlé les mains, mais il n'y avait pas de temps pour la peur. J'ai serré les dents et j'ai suivi les instructions de Ximena. Je suis descendue lentement jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol dans une petite ruelle derrière le bâtiment. Ximena a également atterri facilement, a coupé la corde et m'a entraînée. Nous avons couru comme des folles. Du toit, on entendait des coups de feu et les sirènes de la police se rapprochaient de plus en plus. Une poursuite suffocante a recommencé. Nous avons couru dans des rues vides dans la nuit de Genève, sans même savoir où nous allions. « Où allons-nous maintenant ?» demandai-je en haletant. « Au seul endroit sûr », répondit Ximena en examinant constamment les environs. Elle m'a conduite à une vieille gare apparemment abandonnée. Nous avons sauté une clôture en fil de fer et sommes entrés. C'était un espace énorme, sombre et effrayant. Ximena a sifflé une étrange mélodie. De l'obscurité a surgi une ombre. Quand elle s'est approchée de la froide lumière de la lune qui filtrait par une fenêtre brisée, je n'en croyais pas mes yeux. L'homme portait une vieille salopette de travail. Son visage était émacié, son menton couvert de barbe, mais son regard restait fort et familier. « Papa !» C'était mon père, Arthur Dubois, le président. « Comment »
Comment peux-tu être ici? J'ai couru vers lui et je l'ai serré fort dans mes bras. Je ne comprenais rien. Mon père m'a aussi serré fort dans ses bras. Sa voix était rauque d'émotion. Je suis désolée, Isa, je devais le faire comme ça. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ximena est restée silencieusement dans un coin et a retiré le masque qui couvrait son visage. Sous le masque se trouvait un visage beau mais froid qui abritait une histoire complexe. Directrice Torres. J'étais de nouveau stupéfaite. La garde du corps, qu'on appelait Ximena, et dont j'avais même fini par me méfier, était en réalité la directrice des opérations du groupe Dubois, Ximena Torres. Bienvenue, chef d'équipe Dubois. Ximena a hoché légèrement la tête et un rare sourire a traversé ses lèvres. Ou devrais-je dire mademoiselle Isabelle? Mon esprit était vide. Que se passait-il? Pourquoi mon père et la directrice Torres étaient-ils ici avec ce déguisement? Et le nom que j'avais lu dans le carnet, le nom du président, résonnait dans ma tête, créant une terrible connexion avec la scène que j'avais devant moi. Dans ce jeu de vie ou de mort, qui était le véritable ami et qui était le véritable ennemi, à l'intérieur de la vieille gare, nous étions assis tous les trois autour d'un petit feu fait de planches de bois cassées. La lumière illuminait le visage émacié de mon père, le visage froid mais plein d'histoire de la directrice Thor et le mien, plongé dans une profonde confusion. « Papa, directrice Thor, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ici ?» J'ai rompu le silence. « Pourquoi êtes-vous ici? Et pourquoi avez-vous dû cacher vos identités ?» Mon père me regarda avec une expression complexe, un mélange d'amour, de douleur et d'impuissance. « Isa, tu as lu le carnet, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête et j'ai cherché dans mon sac. Je l'ai lu. Je connais les crimes du président, et je connais aussi son nom. Je me suis délibérément arrêtée, et j'ai regardé droit dans les yeux de mon père. L'air autour de nous sembla se figer. Alors tu comprends sûrement pourquoi je n'avais pas d'autre choix. La voix de mon père se durcit. Je ne pouvais pas l'affronter ouvertement. Il est trop puissant, Isa. C'est un monstre avec des tentacules qui atteignent tous les recoins de la société. Quiconque se met sur son chemin, comme ta mère, n'a qu'un seul destin. Et comme mon père aussi, continua la directrice Torres. Sa voix était froide comme la glace. J'étais stupéfaite. Le père de la directrice. La directrice Torres regarda les flammes. Une haine profonde se reflétait dans ses yeux. Mon père était le directeur financier du groupe Dubois. C'était le bras droit de ton grand-père. Il a été le premier à découvrir les activités de blanchiment d'argent du président au sein de l'entreprise. Il a essayé de rassembler des preuves pour le démasquer, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est mort dans un terrible accident de voiture. Je n'avais que 10 ans. Un autre secret se révéla. Ximena Thor n'était pas seulement une simple employée loyale, elle était aussi une victime, quelqu'un qui cherchait justice pour son père. Après la mort de mon père, continua la directrice Thor, ta mère a poursuivi son travail. Elle était beaucoup plus prudente et intelligente, et a finalement découvert toute la vérité qu'elle a consignée dans ce carnet. Mais la fin, tu la connais déjà. Je suis restée silencieuse. Les personnes que nous avions le plus aimées dans nos vies étaient tombées dans la même guerre. Le destin nous avait unis sans le vouloir. Après la mort de ta mère, la voix de mon père était rauque. J'ai réalisé que je ne pouvais pas agir seule. Je suis allée chercher Ximena. Elle était encore très jeune, mais elle montrait le talent et la volonté de son père. Je l'ai soutenue en secret. J'en ai fait un agent double. De l'extérieur, elle semblait être une personne de confiance que le président avait introduite dans l'entreprise, mais en réalité, elle était mes yeux et mes oreilles. Elle collectait des informations dans l'ombre et te protégeait. Maintenant, tout avait un sens. L'attitude froide de Ximena, les faux déguisements, tout était une performance pour tromper l'ennemi. Elle avait dû vivre avec une double identité, supporter les malentendus de tous pour me protéger et attendre le jour de la vengeance. Et ce voyage en Suisse, mon père me regarda, était une étape cruciale. Nous avions besoin du carnet, mais je ne pouvais pas y aller, et tu étais la seule à pouvoir le récupérer. La fausse faillite, les nouvelles de corruption dans les médias, tout était pour t'ouvrir la voie. Ximena et moi sommes venus ici avant pour tendre un contre-piège. Nous étions sûrs que le président enverrait quelqu'un pour te surveiller, mais nous ne pensions pas qu'ils agiraient si vite et avec une telle brutalité. Mon père serra les poings. Sa voix était pleine de regrets. Si nous étions arrivés un peu plus tard, je t'ai presque mise en danger. Ce n'est pas ta faute, papa. Je posai ma main sur la sienne. Nous avons réussi. J'ai ramené le carnet. Je sortis le carnet de mon sac et le posai sur l'une des pierres entre nous. À la lumière vacillante du feu, la reliure en cuir noir semblait mystérieuse et lourde. Je sais qui est le président,
dis-je en articulant chaque mot. C'est la personne à laquelle je n'aurais jamais pensé, l'homme que toute cette société respecte. Oui, acquiesça mon père, les yeux injectés de sang. Notre plus grand ennemi est le même homme que nous appelions autrefois notre allié, Monsieur Ricardo Fournier. Je prononçais le nom. J'avais une boule dans la gorge. Ricardo Fournier, le vieil ami et avocat de la famille, le conseiller juridique de l'entreprise, comme nous le connaissions, celui qui avait organisé pour moi la farce du cadeau de mariage, l'homme en qui j'avais eu une confiance totale. En fin de compte, tout était un théâtre. Une performance bien plus grande, c'était le loup déguisé en agneau, dont l'intelligence était incomparable. Il était juste à côté de nous. Il connaissait tous nos plans et manipulait tout depuis l'ombre. Mais comment? Comment cela a-t-il pu se produire? Je n'arrivais toujours pas à le croire. Il n'a jamais été un ami de la famille, Isa, dit mon père amèrement. C'est un démon avec un masque d'ange. Il s'est approché de ton grand-père et de moi pour gagner notre confiance. Il attendait seulement le jour où il pourrait dévorer tout le groupe du bois. Ta mère a découvert sa véritable identité, et c'est pour cela qu'elle a dû mourir. Et le père de Ximena aussi. Et l'affaire d'Henri et Béatrice, intervint Ximena, était l'un de ses coups. Il a délibérément laissé ce plan échouer lamentablement. Il voulait utiliser cet incident pour que ton père et toi lui fassiez entièrement confiance, pour que vous ne soupçonniez pas le moins du monde quand tu viendrais en Suisse pour son plus grand piège. Il pensait qu'après que tu aies obtenu le carnet, il pourrait facilement le prendre à une femme faible comme tu semblais l'être. J'en avais la chair de poule. Quelle conspiration incroyable et cruelle. Des plans dans les plans. Il a calculé chaque détail. Il a manipulé la psychologie de tout le monde. C'était un adversaire redoutable. Alors pourquoi a-t-il révélé son identité à ma mère? Demandai-je. Parce qu'il était trop arrogant, répondit mon père. Il était certain d'avoir déjà gagné. Il voulait que ta mère meure de douleur et de désespoir d'avoir été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais il ne comptait pas sur le fait que ta mère, jusqu'au dernier moment, aurait une longueur d'avance sur lui. Mon père regarda le carnet avec fierté. Ce carnet ne contient pas seulement des preuves, c'est aussi le dernier piège que ta mère a laissé. Un piège? Je regardais le carnet avec intérêt. La tension commença à monter de nouveau en moi. Maman, quel autre secret as-tu laissé dans ce carnet et comment nous aidera-t-il à vaincre ce monstrueux président? Mon père ne répondit pas immédiatement. Il prit le carnet de ma main et le feuilleta jusqu'aux dernières pages. À la lumière vacillante du feu, je vis qu'il n'y avait pas de code. Seulement des pages blanches avec quelques petits symboles dans les coins. Ta mère savait qu'avec seulement ces preuves, aussi accablantes soient-elles, il serait difficile de faire tomber un homme comme Ricardo avec son pouvoir et son réseau de contacts. La voix de mon père devint pensive. Il aurait facilement pu utiliser son argent et son pouvoir pour déformer la vérité, et même pour nous incriminer. Ta mère avait besoin d'une arme finale, d'un coup dévastateur et imparable. Ximena, qui avait jusqu'à présent observé la situation en silence, parla, et cette arme, c'était sa propre cupidité. Mon père hocha la tête avec un regard plein d'admiration pour sa défunte femme. Oui, ta mère a tendu un piège qui exploitait l'insatiable cupidité de Ricardo. Dans les dernières pages de ce carnet, ta mère a inséré de fausses informations sur une fortune secrète. Une fortune? Demandai-je, surprise. Des informations sur un compte bancaire caché aux îles Caïmans contenant des centaines de millions de dollars, expliqua mon père. Elle a décrit cet argent comme les fonds illégaux que le président avait blanchis au fil des ans. Ta mère a créé les documents de support et les faux codes de transaction avec un tel détail que quiconque le lit le croira presque réel. Et plus important encore, elle a noté la seule clé qui donne accès à ce compte. Et cette clé. Je commençais à comprendre l'intention. N'existe pas. Ximena sourit froidement. C'est ça le piège. Ricardo est méfiant, mais trop cupide. Si ce carnet tombe entre ses mains, il ne le détruira pas immédiatement, ni ne le remettra à la police. Il voudra d'abord s'emparer de cette fortune. Il fera tout ce qu'il pourra. Il mobilisera tous ses contacts et ressources pour tenter d'accéder à ce compte fantôme. Et plus il creusera, plus il commettra d'erreurs. Et c'est ainsi qu'il révélera lui-même ses circuits de blanchiment d'argent illégaux. Et c'est là que nous attaquerons, termina mon père d'une voix ferme. Nous ne remettrons pas seulement ce carnet à la police. Nous remettrons aussi des preuves démontrant que Ricardo essaie de réaliser une transaction illégale à grande échelle. Il ne pourra pas le nier. Je suis restée silencieuse. Mon respect pour ma mère grandissait de plus en plus. Elle n'était pas seulement une femme courageuse, mais une stratège de génie. Même après sa mort, elle a laissé un jeu parfait pour acculer son ennemi. Alors, quel est notre plan maintenant? Demandai-je.
Comment faire parvenir ce carnet entre les mains de Ricardo de manière naturelle? C'est la partie la plus difficile, dit mon père. Ricardo sait que tu as le carnet et il a perdu ta trace. Il te cherche sûrement partout. Il ne fera pas facilement confiance à n'importe qui. Nous réfléchîmes tous les trois en silence à un moyen de faire tomber le vieux renard dans son propre piège. Et si, dit soudain Ximena avec une lueur vive dans les yeux, nous faisons en sorte qu'il le vole lui-même. Mon père et moi levâmes les yeux, attendant qu'elle explique son plan plus en détail. Ricardo croit que je suis son espionne, commença Ximena. Il me contactera bientôt pour connaître la situation. Je lui dirai qu'après la poursuite, Isabelle a eu si peur qu'elle ne fait même plus confiance à son propre père. Je lui dirai qu'elle se cache seule et qu'elle serre le carnet comme un trésor. Ensuite, continua-t-elle, je laisserai filtrer des informations sur une rencontre secrète. Je lui dirai que j'ai convaincu Isabelle de me remettre le carnet dans un lieu sûr. En échange, je lui ai promis de l'aider à s'enfuir à l'étranger. Le lieu sera un endroit où il pourra facilement me tendre une embuscade et m'arracher le carnet des mains. Mais c'est trop dangereux pour toi, dis-je, inquiète. Il pourrait te tuer pour te faire taire. Il ne le fera pas. Ximena secoua la tête avec assurance. Je lui dirai que, par sécurité, j'ai photographié les pages les plus importantes du carnet. Si quelque chose m'arrive, ces informations iront directement à Interpol. Il n'osera pas faire un faux pas. Il voudra seulement récupérer le carnet en silence. C'était un plan extrêmement risqué qui mettait Ximena dans une situation de vie ou de mort, mais en même temps, c'était le seul plan possible à ce moment-là. Mon père y réfléchit longuement, puis hocha la tête. D'accord, faisons-le. Mais nous devons nous préparer très minutieusement. Nous devons installer au préalable tous les équipements d'enregistrement audio et vidéo sur le lieu de la rencontre. Les forces de police internationales doivent également être en alerte à distance. Nous n'avons qu'une seule chance. Nous ne pouvons pas échouer. Le lieu de la rencontre fut fixé dans une vieille église abandonnée sur une colline isolée à la périphérie de Zurich. La date. 2 jours plus tard, au crépuscule. Tout était prêt. Je regardais Ximena, une femme de mon âge qui portait une mission plus lourde qu'elle-même. Ximena, merci. Elle me fit seulement un sourire fatigué, mais déterminé, pour mon père et pour ta mère. 2 jours plus tard, à l'heure du crépuscule, depuis une cachette sur la colline d'en face, j'observais avec de petites jumelles chaque mouvement dans la vieille église. Mon cœur battait la chamade. Mes paumes étaient moites. Mon père était à côté de moi, tendu comme la corde d'un arc. Les forces spéciales de la police étaient déjà cachées dans la forêt environnante, prêtes à agir. À l'heure convenue, Ximena arriva en voiture. Elle sortit avec une mallette noire à la main, contenant le carnet. Elle entra seule dans l'église. 6 longues minutes passèrent dans un silence suffocant. Aucun mouvement. J'avais l'impression que mon cœur brûlait. Ricardo ne viendra pas. Il soupçonne quelque chose. Puis, une limousine noire sans plaque d'immatriculation s'approcha et s'arrêta devant la porte de l'église. La portière de la voiture s'ouvrit, et la personne qui en sortit n'était pas Ricardo, mais une figure incroyablement familière, une femme grande et mince, aux cheveux grisonnants et au sourire aimable. C'était ma tante Catherine. À travers la lentille des jumelles, la silhouette de tante Catherine était clairement visible. L'expression d'inquiétude et de peur que j'avais vue en elle lorsque nous nous étions rencontrés à Lyon avait disparu. À sa place, un calme froid et terrifiant l'avait envahie. Elle portait un élégant tailleur noir, et son apparence dégageait une autorité. Elle n'était pas seule. Derrière elle la suivaient 2 grands gardes du corps au visage inexpressif. « Tante Catherine » dis-je à voix haute, confuse. « Pourquoi elle ?» Mon père à côté de moi resta pétrifié. Je vis ses mains se fermer en poing, ses veines se gonfler. Il ne dit rien, mais je sentis l'énorme vague d'étonnement et de douleur qui le parcourut. Le traître auquel nous n'avions jamais pensé était la personne la plus proche de nous. Tante Catherine et ses 2 gardes du corps entrèrent dans l'église. J'ajustai rapidement les jumelles, essayant de voir à travers les vieux vitraux. La froide lumière du crépuscule ne me permettait pas de tout voir clairement, mais je reconnus les silhouettes de Ximena et de tante Catherine, debout l'une en face de l'autre. Elles se dirent quelque chose. J'aurais aimé pouvoir entendre quelle vérité se révélait à l'intérieur. Quel était le véritable rôle de tante Catherine dans toute cette conspiration? Mon père prit l'émetteur-récepteur radio. Sa voix était rauque. « Attention, toutes les unités. L'objectif a changé. La personne qui est apparue est une femme, probablement une complice de haut rang. Maintenez la position et attendez mes instructions. N'agissez pas sans mon signal. » À l'intérieur de l'église, la conversation entre les 2 femmes était tendue. Ximena, malgré sa surprise,
garda son calme caractéristique. « Bienvenue, directrice Catherine. » Sa voix était froide comme la glace. « J'attendais que votre chef vienne en personne. » Tante Catherine sourit. Un sourire que je ne lui avais jamais vu. Il était moqueur et dangereux à la fois. « Le chef a des choses plus importantes à faire. Cette petite affaire, je peux la régler moi-même. Où est le carnet ? » « Il est ici. » Ximena leva la mallette. « Mais avant de vous le remettre, je veux savoir quelque chose. Pourquoi ? Vous êtes la sœur de Madame Esther Dubois, n'est-ce pas ? Pourquoi avez-vous trahi votre propre sœur, votre propre famille ?» Le sourire disparut des lèvres de tante Catherine. Une haine profonde le remplaça. « Sœur ? Ne me mentionnez pas le nom de cette femme en ma présence. Elle n'était pas ma sœur. C'est elle, la femme qui m'a tout pris. » Ximena plissa les yeux. « Vous a tout pris ? » ?»« Oui. » La voix de tante Catherine s'aiguisa. La douceur habituelle que je connaissais avait complètement disparu. Il ne restait qu'un visage déformé par la haine. Tout le monde croyait qu'elle était un ange, talentueuse, belle et bonne. Et moi, je n'étais que son ombre. Depuis l'enfance, j'ai toujours dû vivre dans cette immense ombre. Mes parents l'aimaient plus, les professeurs la préféraient aussi, et même l'homme que j'aimais me considérait seulement comme un remplacement. « L'homme que vous aimiez était le président Dubois, n'est-ce pas ?» Une lueur de surprise traversa les yeux de Ximena. « Oui !» cria presque tante Catherine. « C'est moi qui l'ai aimé en premier. J'étais à ses côtés en premier. Mais ensuite, cette femme est apparue, et il a oublié mon existence. Il ne voyait qu'elle. Il l'a épousée, et j'ai dû regarder comment elle m'arrachait mon bonheur. Je détestais cette femme. Je déteste sa fille, cet enfant qui est né pour voler tout l'amour qui aurait dû être le mien. Sur la colline, à travers le dispositif d'écoute de mon père, j'ai tout entendu. Mon corps tremblait. Cette vérité était trop horrible. La haine aveugle née de l'amour avait transformé la tante que j'avais toujours aimée en un démon. Alors tout ça, je n'arrivais pas à y croire. Oui, c'est moi qui ai tout planifié. Tante Catherine rit comme une folle. Je me suis approchée de l'ennemi du groupe Dubois, de ce président que ma sœur enquêtait. J'ai vendu ma propre sœur. Je leur ai donné les informations pour qu'ils puissent agir. De mes propres mains, j'ai enlevé cette épine que j'avais dans le pied. Je pensais qu'après la mort d'Esther, Arthur reviendrait vers moi, mais non. Après le deuil, il a cherché une autre femme, Béatrice. Je n'ai jamais pu être à lui. Le plan d'Henri et Béatrice aussi, continua sa confession, complètement folle. Je voulais tout détruire. Je voulais que la fille de cette femme ressente aussi ce que c'est que d'être trahie et abandonnée. Je pensais que lorsque la famille Dubois tomberait et que tout s'effondrerait, je serais la dernière à rester pour consoler Arthur et prendre tout ce qui aurait dû être le mien. La confession de tante Catherine fut l'accusation la plus accablante. Elle a non seulement révélé ses crimes, mais aussi une âme pourrie par la jalousie et la haine. Maintenant vous comprenez, tante Catherine a retrouvé son sang-froid et a pointé une arme sur Ximena. Donnez-moi le carnet et je vous laisserai mourir en paix. Mais Ximena ne montra aucune peur. Elle la regarda seulement avec un mélange de pitié et de mépris. Vous avez déjà perdu, directrice Catherine. Vous avez perdu au moment où vous avez laissé la haine obscurcir votre esprit. De quoi parlez-vous ? Grogna tante Catherine. Vous croyez vraiment que le président vous fait confiance ? Se moqua Ximena. Vous n'êtes qu'un pion entre ses mains. Il vous a utilisé pour éliminer Madame Dubois. Il vous a utilisé pour déstabiliser le groupe Dubois de l'intérieur. Et maintenant que vous ne lui êtes plus utile, que croyez-vous qu'il fera de quelqu'un comme vous qui connaît trop de secrets ? Ximena venait à peine de terminer sa phrase qu'une ombre apparut silencieusement derrière tante Catherine. Un homme en costume gris, au visage familier et chevaleresque. C'était Ricardo Fournier, le président. Elle a raison, résonna la voix froide de Ricardo. Une marionnette n'a qu'à jouer son rôle. Tante Catherine se retourna, le visage décomposé. Chef, que faites-vous ici ? Ricardo ne répondit pas. Il leva simplement le pistolet qu'il tenait et visa directement tante Catherine. Tu en sais trop, Catherine. Merci d'avoir récupéré le carnet. Bang. Un coup de feu sec et froid brisa le silence de l'église. Tante Catherine tomba au sol. Ses yeux restèrent ouverts, pleins d'étonnement et d'incrédulité. Le sang qui jaillissait de sa poitrine teinta de rouge le vieux sol en marbre. Sur la colline, j'ai tout vu à travers les jumelles. J'ai senti mes forces m'abandonner. Une personne, ma propre parente, avait connu une fin si misérable aux mains de celui qu'elle avait suivi aveuglément. Crime et châtiment, tout en un instant. Ricardo s'approcha pour prendre la mallette à Ximena, mais juste à ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Tante Catherine,
avec son dernier souffle et la force qui lui restait, sortit une petite grenade de sa poche et la lança vers Ricardo. Mourons ensemble! Tout s'est passé très vite. Ximena, par réflexe, a poussé Ricardo et s'est jeté au sol. Mais qu'arriverait-il à tante Catherine et au carnet? Qu'arriverait-il avec cette terrible explosion qui était sur le point de se produire? Le cri de mon père à la radio retentit avant même qu'une terrible explosion ne secoue toute la colline. Les vitraux de l'église volèrent en éclats, et un épais nuage de fumée et de poussière s'éleva de son intérieur. Mon cœur s'arrêta. « Ximena! Le carnet! Entrez !» ordonna mon père. Les forces spéciales de la police prirent immédiatement d'assaut l'église de toutes parts. Je ne pouvais plus attendre. Ignorant les avertissements de mon père, je dévalai la colline en courant et me jetai dans le chaos. Quand je suis entré, la fumée était encore dense, et l'odeur de poudre me piquait le nez. La scène qui s'offrit à mes yeux était terrifiante. Tante Catherine gisait immobile, son corps déchiqueté. Non loin d'elle, Ricardo Fournier, le président, gisait également dans une mare de sang. Un éclat de la grenade s'était profondément enfoncé dans sa poitrine. Haletant, avec ses derniers souffles, il regardait le toit partiellement effondré de l'église. Son empire criminel avait pris fin. Finalement, sa propre cruauté et sa confiance excessive en lui-même avaient causé sa perte. Mais où était Ximena? J'ai regardé autour de moi, terrifié. Je suis là. Une voix faible se fit entendre d'un tas de bois. Les policiers et moi nous sommes précipités pour soulever les lourds morceaux de bois. Ximena était allongée là, couverte de poussière. L'une de ses jambes était coincée sous une grosse poutre et saignait abondamment, mais dans sa main, elle tenait toujours fermement la mallette en cuir noir. Malgré ses graves blessures, elle n'avait pas lâché notre arme la plus importante jusqu'au bout. « Ximena, ça va ?» Je me suis agenouillée à ses côtés, en larmes. Ximena afficha un sourire fatigué mais satisfait. « Je vais bien, nous avons gagné. Nous avons gagné, Isa. » Après avoir dit cela, elle a perdu connaissance. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, ont sorti Ximena des décombres et l'ont emmenée à l'hôpital. J'ai pris la mallette de sa main, sentant le poids de la justice et le poids des victimes. La guerre était terminée. Le président et la traîtresse avaient payé pour leurs crimes. Grâce au carnet, la preuve décisive, leur organisation criminelle a été complètement démantelée. Peu de temps après, de nombreux hauts fonctionnaires et personnes impliquées ont été arrêtés. Ce fut un véritable tremblement de terre qui a secoué les fondations de la politique et du monde des affaires. 1 an plus tard, une lumière dorée et radieuse entrait à flot par les fenêtres du bureau présidentiel du groupe Dubois. J'ai regardé les rues animées des champs, Élysée, et j'ai ressenti une profonde paix dans mon cœur. L'année écoulée avait été une épreuve du feu. Après la chute du président, mon père est revenu officiellement et ensemble, nous avons navigué dans la tempête pour diriger le navire du groupe Dubois. Nous avons mené une réforme complète. Nous avons éliminé tous les éléments corrompus et reconstruit le groupe sur les fondations de la transparence et de l'honnêteté. Ximena, après des mois de traitement et de physiothérapie, s'est miraculeusement rétablie. La longue cicatrice sur sa jambe est devenue le symbole de sa bravoure. Elle a été nommée vice-présidente exécutive. Elle est devenue mon bras droit le plus sûr. Notre relation a transcendé une simple alliance. Elle est devenue une fraternité forgée dans la vie et la mort. L'affaire de la famille d'Henri a également été réexaminée. De nouveaux développements ont vu le jour, prouvant qu'eux aussi n'étaient que des pions dans une conspiration bien plus grande. Le tribunal a réduit la peine des parents d'Henri. Henri, après avoir purgé sa peine, a quitté la capitale pour commencer une nouvelle vie dans un village lointain, renonçant complètement à ses ambitions excessives. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de la mort de ma mère. Mon père, Ximena et moi avons visité sa tombe. La tombe se trouve au cimetière du Père-Lachaise, sur une colline avec une vue magnifique sur Paris. Nous avons déposé un bouquet de lis blancs, ses fleurs préférées, sur sa tombe. J'ai allumé une bougie et j'ai murmuré en silence à ma mère. « Maman, tu vois, la justice a prévalu. Maintenant, tu peux reposer en paix. Je ne t'ai pas déçu. » Mon père était à côté de moi et m'a serré dans ses bras. Il n'a rien dit, mais j'ai senti sa chaleur et sa fierté. Ximena a également déposé un bouquet de chrysanthèmes blancs sur la tombe voisine. C'était la tombe de son père, dont l'honneur avait également été restauré. Les 2 héros silencieux pouvaient enfin sourire depuis le ciel. Juste au moment où nous nous apprêtions à partir, une voiture familière s'est approchée. Maître Leclerc est sorti de la voiture. Mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait un homme grand et de forte carrure. Il portait un uniforme de police. Je l'ai reconnu. C'était l'homme qui avait dirigé l'opération d'arrestation dans l'église l'année précédente. « Président, bonjour » a souri l'homme.
C'était un sourire aimable, différent de son sérieux habituel. Je suis venu présenter mes respects à nos prédécesseurs. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait inspecteur Mathieu Rivel. Il s'était personnellement chargé de l'affaire de ma mère et du père de Ximena. Il avait enquêté en silence pendant des années. C'est aussi lui qui a collaboré avec mon père sur le plan en Suisse. Nous avons parlé un moment du travail et des projets futurs. Il a dit qu'il serait bientôt promu et transféré définitivement au siège de la police judiciaire à Paris. Alors nous aurons l'occasion de nous revoir, a dit mon père en me regardant de manière significative. J'ai seulement souri. Une étrange sensation de chaleur a fleuri dans mon cœur. Ma vie avait traversé une grande tempête. J'avais perdu beaucoup de choses, mais elle m'avait apporté des choses bien plus précieuses. L'amour découvert de la famille, une amie à la vie à la mort, et être un nouveau départ pour l'amour. J'ai regardé en bas, vers les eaux larges et sinueuses de la Seine qui traversaient la ville. La pluie et le vent passeront. La tempête se calmera. À la fin, le ciel redeviendra clair. Mon combat est terminé, mais un nouveau voyage, un nouveau chapitre bien plus brillant et heureux vient de commencer.